France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler de tout cela, évidemment, on pourrait nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner par exemple des ressentis sur des voyages que vous avez faits ou peut-être des conseils de vacances que vous souhaiteriez faire, organiser. Elle peut vous donner des conseils. Salia Hadjinali qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF, dans un numéro spécial consacré au voyage, parce qu'on s'est dit qu'en ces temps un peu compliqués, l'actualité un peu morose, difficultés effectivement dans tous les sens du terme, pouvoir d'achat et compagnie des trucs, bah, il était bon aussi de pouvoir rêver, de pouvoir s'évader, pouvoir envisager des choses en famille, avec les enfants. Alors il y a peut-être des destinations qui sont conseillées avec des enfants, d'autres moins, hein, Salia. Oui. En tout cas, je pense que tu as parcouru, on va dire, quasiment tout le monde là, non? Non, il me manque quand même quelques pays, mais Oui. j'en ai fait pas mal. Ouais. Alors, tu officies également, donc je le disais, Escapade, rédactrice en chef, mais pas que. Pas que. Oui. Le petit futé, Oui. ça et te puis- connaît? Oui, j'ai écrit une centaine de guides pour eux. Et puis, plus récemment, j'ai écrit un guide sur Cuba pour Gallimard. C'est l'édition GeoGuide Coup de cœur. Donc, Ouais. c'était une mise à jour. Et là, je suis en train de créer en ce moment même le premier guide Dubaï pour eux, en fait. C'est aussi pour ça que j'étais là-bas dernièrement. D'accord, ah oui, non, franchement, on joint l'utile à l'agréable finalement. Voilà, Hein, exactement. c'est sympa ton Toujours. boulot. Hein. Toujours, c'est ça mon choix de vie. Toujours joindre Tu l'utile as à officié l'agréable. aussi au Figaro. Oui, j'écris aussi pour le Figaro Voyage, le site en ligne. L'été, bah, je fais ma chronique tourisme sur RMC. Je suis aussi sur BFM Paris, où je ouais. parle pour le coup des sorties Toujours là en ce moment, estivales. BFM Paris. Bah, que l'été en fait. Que l'été, d'accord. Parce que dans l'année, je voyage. Ouais. Ah oui, Comme bah tu oui, sais, forcément. je peux pas être partout malheureusement. Et l'été, quand tout le monde voyage, tu voyages pas. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça, c'est pas mal. Hein, non, mais Ouais, genre- c'est un concept. C'est un concept, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, et quand on voyage beaucoup comme toi, Salia, les changements d'horaire, les différences de température, c'est compliqué, non? Eh oui, c'est compliqué d'ailleurs, vous l'entendez peut-être, mais Bah je suis oui. un petit peu enrhumée parce que je suis rentrée de Dubaï dimanche dernier Ouais. et j'ai eu un petit choc thermique, c'est-à-dire que Ouais. j'ai perdu 25 degrés d'un coup, ça m'a fait bizarre. Donc à chaque fois, je me dis, je vais pas tomber malade, je me couvre et tout. Mais bon, c'est difficile parce que même s'il fait beau à Paris en ce moment, il fait quand même très froid. Et malgré tout, je chope toujours la crème, voilà. Bah oui, C'est c'est ma comme vie. ça. Bon, alors on va parler de tout cela évidemment avec vous au 01 40 33 9000, nous faire part de quelques souvenirs de voyage que vous souhaiteriez partager avec nous ou demander des conseils à notre experte Salia Hadjinali qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour demander des conseils de ce que vous aimeriez partir à un endroit. Elle peut vous donner des petites astuces aussi, bien sûr, des pièges à éviter, parce qu'il y a des pièges à éviter hein, quand on part en voyage, évidemment. Comment trouver un billet d'avion, par exemple, pas trop cher. Est-ce qu'il est conseillé d'ailleurs de préférer les circuits déjà tout près via des agences, ou alors est-ce qu'on peut se faire soi-même son propre circuit? Moi, c'est ce que je fais maintenant pour partir en vacances personnellement. C'est vrai qu'avant on privilégiait un peu les agences, les tours opérateurs et compagnie. Maintenant je préfère faire tout moi-même et c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher. Oui. Voilà, c'est un concept aussi. Sauf pour certaines destinations, comme les Maldives par exemple, qui sont en couverture du magazine Escapade, là, qui vient de sortir. Ouais. Parce que les Maldives, ils négocient, en fait, avec les tours opérateurs et les agences, ils négocient en amont de super tarifs. Et ça va vous coûter généralement moins cher que de réserver directement auprès de l'établissement hôtelier une superbe villa de rêve. Bon, bien sûr, c'est pas donné, mais pour un voyage de noces, un voyage d'une vie, c'est vraiment intéressant les Maldives. C'est une destination qui reste incroyable. Et pourquoi pas offrir un beau cadeau pour ce soir. Bon, Pour la Saint-Valentin, Hein, ça peut il être n'est sympa. jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, effectivement. Quelques idées de sortie, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. Tu connais aussi un peu des endroits assez sympathiques en France? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le magazine, on parle de destinations en France. On a même lancé une rubrique Escapade en région et il y a un petit focus sur les Hauts-de-France, donc chez nos amis Ah. les Ch'tis. Bah oui, Voilà, d'accord. parce que cette année, figurez-vous que c'est l'année de la gastronomie Ouais. dans les Hauts-de-France. Ah Alors oui on pense toujours aux endives, Qu'est-ce qu'on mange au là-bas? maroilles et tout, mais en fait, il y a plein de spécialités, et notamment des chefs de haute gastronomie, des gens assez jeunes, et on a fait un focus sur ces 3 chefs que j'ai bien aimé en fait en découvrant la région récemment, et donc on en parle dans le magazine, et on peut manger des spécialités vraiment à prix très correct dans des restaurants étoilés et qui sont beaucoup moins chers qu'à Paris par exemple, et donc ça c'est dans le magazine. Ça, c'est sympa et c'est Oui. à découvrir. De tout cela, on va parler évidemment. Donc, rédactrice en chef du magazine Escapade, disponible chez tous vos marchands de journaux. Et justement, avant de prendre le train dans les gares,
On peut le trouver évidemment, voilà, ça coûte pas cher Oui, ça et coûte ça pas fait cher. voyager. Voilà, Hein. et puis pour bien préciser, c'est la région européenne de la gastronomie. C'est un label qui est quand même officiel pour les Hauts-de-France. C'est une petite révolution parce que c'est jamais arrivé dans aucune région de France. C'est tout nouveau et donc ils sont très fiers. C'est en 2023. Donc tout au long de l'année, vous allez avoir des festivals, des événements gastronomiques. Il suffit de taper ça sur Google et vous allez trouver toutes les infos. Ouais. Et Salia, quand elle va dans un pays, elle essaie de tout regarder. Voilà. Voilà, et même dans les Hauts-de-France. Ouais. Et même dans les Hauts-de-France, rendez-vous compte. Voilà. Bon, allez, quelques idées. On va en parler évidemment. On va préparer vos vacances. Ça va vous mettre bien aujourd'hui pour que vous soyez pas réinformés et que vous évitiez toutes les mauvaises surprises lorsqu'on part en voyage. Ça s'organise un petit peu en amont, hein, quand même, le Oui, voyage. quand même. Hein, surtout quand on part à plusieurs, en famille. Ou même quand on part seul d'ailleurs, Oui. eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000, on en parle dans un instant. Tiens, on va commencer dans un instant, ma chère Salia, par quelques idées de week-end, puisqu'il y a beaucoup de week-ends qui arrivent, là, des week-ends prolongés au mois d'avril, au mois de mai, en juillet, enfin, tous les jours fériés de cette année, en fait, si on se débrouille bien, on peut avoir des longs week-ends de 4-5 jours. Alors, des destinations assez intéressante à bas prix pour des longs week-ends en famille. On en parle avec Salia Hadjinani qui est avec vous sur France Maghreb 2 et vous pouvez nous appeler aussi pour nous faire partager vos ressentis et surtout si vous avez eu l'occasion d'aller faire un voyage un petit peu hors du commun, nous dire un petit peu comment ça s'est passé. On veut savoir, la France veut savoir, Salia veut savoir, elle est avec nous sur France Maghreb 2 en direct dans le LGF. On marque une petite pause et on est de retour dans un... Le LGF sur France Maghreb 2, aujourd'hui en mode voyage avec notre invité Salia Hadjinani. J'espère que je le dis bien. Mais oui, très bien, Bon, Christophe, parfait. c'est parfait. Salia, la journaliste sur Instagram pour la suivre. Voilà, et suivre toutes ses escapades, on peut le dire. Rédactrice en chef du magazine Escapade, donc avec nous pour parler vacances, pour parler... découverte et pour quelques idées évidemment de week-end. Parce qu'on le sait cette année, Salia, pour ceux qui travaillent, eh bien, s'ils se débrouillent bien, ils pourront avoir jusqu'à pratiquement un mois de supplémentaire de vacances. Puisque par exemple, le 1er mai, c'est un lundi. Voilà, donc ça nous fait samedi, dimanche, lundi. 8 mai, pareil. Le Pâques, pareil, ça tombe un jour intéressant. Il y a le jour de l'Ascension, c'est un jeudi. Donc si on prend le vendredi, ça nous fait un week-end de 4 jours. Bref, j'en passe, bien entendu. Alors, Salia, peut-être si tu pouvais nous donner au moins 3 destinations de week-end. Et là, je parle bien de week-end, 3 à 4 jours. À des prix raisonnables, bien sûr. Des destinations un petit peu particulières à découvrir. Quelles seraient ces destinations que tu pourrais éventuellement conseiller à nos auditeurs, ma chère Salia ? Alors, pour commencer, je vais revenir sur les Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce que c'est une destination qui est souvent... Ça fait pas rêver, là, d'un coup. Voilà, tout à fait. mais avec la canicule, avec ces températures de plus en plus élevées l'été, les Hauts-de-France cartonnent, figurez-vous, Christophe, parce qu'il fait aussi chaud qu'avant dans le sud, quand la température était normale. Alors, où dans les Hauts-de-France ? Je dirais tout le bord de mer, tout le littoral. C'est vrai que c'est très, très grand comme département. Ouais. Mais moi, ce que j'ai testé récemment... c'était pas l'été, c'était l'automne. Je suis allée faire du longe-côte au Crotoy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais alors là, je vous promets, c'était l'expérience de ma vie, limite, parce que j'avais trop peur de le faire. En fait, le longe-côte, c'est une marche aquatique où on est en combinaison. Ouais. Et l'eau, on se dit qu'elle va être glaciale, parce que le Crotoy, c'est la mer dans le nord. Voilà. Moi, je suis une méditerranéenne quand même. Je suis algérienne. En plus, je suis née dans le Var. Donc, je sais pas si vous imaginez quand on m'a dit que j'allais faire du longe-côte au Crotoy, qui est une petite station balnéaire très mimi du nord de la France, mais bon, on n'a pas envie de se baigner, je vous dis honnêtement, l'eau elle est un peu marron, fraîche. Ouais. Et en fin de compte, c'était une expérience de dingue parce que j'ai pas du tout senti le froid et c'est quelque chose qui est accessible à tous et même aux personnes âgées parce que en fait quand on est dans l'eau, son corps est porté, donc le corps est porté, donc en fait les articulations, aucun choc et tout, et on y prend plaisir et donc c'est accessible à toute la famille. C'est une activité qui est vraiment pas chère, qui vraiment, on peut avoir un guide ou un moniteur, mais c'est facile de le faire tout seul parce qu'il suffit en fait de suivre le bord de mer. En fait, on va pas au large, mais on nage, si vous voulez, on suit le littoral. Donc en fait, on n'est pas du tout. On doit avoir l'eau entre la taille
enfin, un peu au-dessus du nombril. Ouais, pas plus Voilà. haut de la taille. Que Exactement, la taille. Ouais, exactement. Donc en fin de compte, on n'a pas froid, on est en combinaison et c'est quelque chose de très bon pour la santé, très bon pour le système cardiovasculaire. Et c'est facile, on peut le trouver facilement sur Oui, Internet. oui, oui. En fait, c'est très facile. Il suffit de taper Longe-Côte, Crotoy. Et ça a été inventé dans les Hauts-de-France, en fait. Et ça fait de plus en plus d'adeptes. Donc moi, je recommande surtout le club Mabé de Somme. Donc c'est mabédesomme.fr parce que j'ai testé là-bas. Et c'est à partir de 25 € la séance. Et franchement, ça vaut le coup parce que ça dure une bonne heure et demie. C'est une expérience assez intéressante. Ah, À faire en franchement. famille. Oui, à faire en famille. Et même le grand-père, la grand-mère, tout le monde peut le faire. Ouais. Il faut C'est pas pas avoir... très physique. Non, c'est pas très physique, mais en même temps, on se sent requinqué parce qu'il y a l'iode et on bronze un petit peu. C'est sympa, même si bon, on a la combi. Après, les moins frileux, bien sûr, printemps-été, ils n'ont pas besoin de combi. Mais je veux dire, là, en ce moment, en plein hiver, on peut le faire Ah ouais. et on n'a pas froid. Je vous promets, et c'est très très sympa. Moi, j'ai eu envie de recommencer Bon. parce que c'est très énergisant. Donc, c'est une expérience qu'on peut faire pendant un week-end. Voilà, on prend un petit hôtel au Crotoy et puis voilà, on va faire sa petite séance de Longe-Côte. Et puis sinon, il y a quelque chose d'autre que j'ai fait aussi à Fort-Mahon. Alors Fort-Mahon, c'est pas très loin du Crotoy, hein, c'est vraiment rien du tout en voiture. Et c'est pareil, c'est une petite ville très mimi en bord de mer. Et là, vous avez des superbes dunes. C'est vraiment des très grandes plages, hein. Ça n'a rien à voir avec les plages vraiment de la Méditerranée, hein. C'est quand même très appréciable. Donc l'été, comme je disais, il fait meilleur. Dès le printemps, je pense que maintenant, il va faire de plus en plus chaud, hein. Oui. Il faut Le s'adapter réchauffement climatique. Voilà, exactement. Et chaque année, c'est comme ça depuis 3-4 ans quand même. Donc je pense que ça va continuer cet été. Ils n'ont pas dit le contraire jusqu'à présent, en tout cas. Et là, j'ai fait quelque chose de très original aussi. Tout le monde fait du yoga aujourd'hui, vous savez, Christophe, partout. En France, dans le monde, partout. C'est vraiment la folie yoga. Et là, j'ai fait du yoga en haut des dunes. En fait, de Fort-Mahon avec une prof de yoga. Pareil, elle se déplace dans toute la région Hauts-de-France. Et vous pouvez réserver un cours avec elle. Alors, c'est vraiment une prof de yoga très performante, spécialiste vraiment du yoga, méditation, on va dire. Hein. C'est pas du tout un truc de fitness que vous pouvez avoir dans une salle de gym à Paris ou ailleurs. Et donc, elle vous embarque, en fait. Vous fermez les yeux, vous êtes en haut de la dune. Et vous êtes vraiment dans une ambiance détente. Vous entendez les petits oiseaux. Vous êtes vraiment... C'est la relaxation absolue. Il n'y a D'accord. personne. Et vraiment, c'est une expérience aussi à faire parce que je pense que dans cette période, comme vous disiez tout à l'heure, un peu trouble, de stress, où les gens... ils sont tous au bout de leur vie, hein, avec les grèves, avec les problèmes d'inflation, etc. On a envie de couper. Et là, finalement, pas très loin en France, on peut couper dans une région qu'on ne connaît pas, où on ne va pas être envahi de touristes, même en été, je pense. Donc, pareil, là, moi, je recommande les services de Sabine Bréant. Donc, c'est www.yogabetsomme.com et c'est à partir de 13 € le cours. Honnêtement, ça les vaut largement parce que vous allez avoir l'impression, en 1 heure de cours, d'être parti, mais très, 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 très loin. Et en même temps, vous allez avoir le sentiment que c'était très court. C'est très déstabilisant. Et je vous promets que j'avais jamais fait de yoga. C'était ma première séance. Et j'avais l'impression d'en avoir fait toute ma vie parce que la prof, elle est super. Ouais. Elle vous met à l'aise tout de suite, elle vous explique bien les mouvements. Parce que je sais que ça peut faire peur, le yoga, même notamment aux hommes. Ils se disent, oh, bon, on va pas être très souple, on va pas y arriver. Mais non, c'est accessible vraiment pareil à tous et à tous les âges parce que c'est pas une activité difficile. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui va vous faire du mal si vous faites un mouvement bizarre ou quoi. Vous inquiétez pas, c'est vraiment top. Donc ça, c'est quelques idées en France. Moi, j'aimerais avoir des destinations à l'étranger pour un week-end de 4 jours en Alors famille. là, c'est le challenge parce que c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, les prix des billets d'avion ont un peu augmenté Ah oui. avec cette crise de l'énergie, depuis la guerre en Ukraine. Ils exagèrent un peu des fois. Donc, moi, déjà, ce que je recommande, c'est vraiment de réserver très tôt. Parce que si vous attendez à la dernière minute... Plus on réserve tôt, mieux on Voilà, parce que si on compte avec cette augmentation tarifaire, c'est vrai que ça peut faire mal, hein, le porte-monnaie. Donc, Ouais. attention, surtout si vous partez un peu loin, si vous voulez faire un long week-end, disons, vraiment en dehors de la région méditerranéenne, proche Europe. Ouais. Réservez tôt, ce serait mon conseil, mais on peut encore trouver des bons prix. Parce qu'il y a quand même une forte demande. Il y a beaucoup de gens qui ont relancé vraiment le tourisme dans leur destination et qui font de belles offres. Et moi, je vais vous parler d'une destination que je sais que vous n'aimez pas beaucoup, c'est Dubaï, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais on peut se faire un long week-end de 4-5 jours. Voilà, justement, à l'occasion, comme vous disiez, des ponts en mai, un vrai bon week-end en famille à Dubaï, à un prix tout à fait correct. Parce qu'on Ah entend ouais, souvent pourtant, dire ça que... coûte cher, Dubaï. Oui, hein. alors on a cet a priori, bon, vous savez que j'y vais souvent, mais en fait, non. De plus en plus, la destination s'est orientée vers un tourisme familial. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était cher. C'était même hors de prix, hein, pour les familles. C'était même la cata. Mais là, ça a vraiment changé. C'est-à-dire que
l'office de tourisme a décidé de faire un Dubaï pour tous. Donc il y a effectivement toujours le côté bling des influenceurs qu'on voit dans la télé-réalité. Ça n'a pas bougé. Nabila, elle est toujours là-bas. Bon, on n'aime pas, mais je vous garantis qu'elle y est. Et tous ses amis aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans certains quartiers une offre hôtelière, par exemple, qui va être très abordable. Par exemple, on peut trouver dans le vieux Dubaï, du côté de Deira, on peut trouver des hôtels à 50 € la nuit, ce qui est quand même très honnête. Et à Dubaï, vous n'avez pas des petits hôtels miteux comme du côté de Gare du Nord à Paris. Vous avez des très bons hôtels. Parce que là, vous me dites un hôtel à 50 € à Gare du Nord, good luck, hein, ça va pas être terrible. Oui, c'est clair. Donc, alors qu'à Dubaï, c'est des grands espaces, c'est très propre, très bien aménagé. Donc, vous pouvez totalement envisager d'y aller en famille, sans difficulté, sans vous ruiner. Et les activités, il y a beaucoup de choses qui peuvent être gratuites à Dubaï, il ne faut pas l'oublier. Et il y a des activités que moi j'ai testées récemment, notamment une. Je vous promets, j'ai adoré. Alors, c'est un truc qui va plaire à toute la famille. Moi, je suis un peu une grande enfant, donc je l'ai testé. En fait, vous allez dans un grand gratte-ciel. Hein, ça s'appelle The Address. Et c'est dans Downtown, donc dans le centre de Dubaï. Et là, vous allez au 52e étage. C'est entre le 52e et le 53e. Donc, en fait, c'est très bien indiqué. Le toboggan. Oui, voilà, le toboggan. Alors, il y a une queue pas possible pour y aller. Alors, c'est clair. Vous vous dites, mais pourquoi je vais faire ça? Mais en fin de compte, rien que le fait d'attendre, de voir tout le monde faire le toboggan, le type qui pose le tapis pour que la personne s'assoie sur le toboggan, qui fait ça à la chaîne, parce que je me suis dit, c'est un drôle de métier quand même, parce qu'il y a ce type qui pose le tapis, la personne s'assoit dessus, et paf, il repose le tapis pour la personne suivante. Rien que ça, c'est tout un spectacle de voir tous ces gens du monde entier qui vont faire ça. Et puis, il y a cette espèce d'exaltation de se dire, ah, mais comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais avoir peur? Et en fait, moi, ce que je conseille, si vous le faites, et j'avais demandé conseil à l'hôtesse à l'entrée, je dis, comment je fais quand je glisse? Où est-ce que je dois regarder? Elle m'a dit, regarde sur la droite, et tu fermes un œil, comme ça, tu vois bien la vue vers la Burj Khalifa, vers tout ça. Et je vous promets, j'ai fait ça, j'ai fermé l'œil gauche, j'ai regardé, bon, c'est très rapide. On a l'impression que c'est vraiment 2 secondes, alors qu'on a fait la queue pendant 30 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est assez rapide. Hein. Oui, mais franchement, c'est une expérience très sympa. Et à faire en famille, ça coûte 20 € par personne. Pour les enfants, c'est un peu moins cher, mais par adulte, c'est 20 €. Vous marchez dans le vide aussi, dans ce même bâtiment. Oui, exactement. Alors, alors ça, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le courage. C'est chaud, hein. J'ai fait le courage. Parce que tu marches, t'as l'impression d'être c'était dans le vide, quoi. Alors, on est quand même attaché avec un harnais assez solide, un peu comme un alpiniste, qui sera en rappel, hein, pour donner une idée. Donc, on est attaché, mais on fait tout le pourtour du gratte-ciel, quand même, avec ses amis de préférence. Moi, je ne me serais pas pu le faire seul. Ouais. Mais c'est des groupes d'amis, généralement, qui débarquent et qui s'encouragent et qui se disent, allez, on va se challenger. Et c'est juste à côté de ce toboggan. Donc, en fait, vous voyez, pendant que vous attendez, ces personnes qui sont en harnais et qui défilent devant vous, qui descendent souvent de... Donc, un petit week-end à Dubaï, c'est possible. Ouais, c'est possible. Et il y a aussi de plus en plus d'activités wellness, pareil, comme je disais dans les Hauts-de-France, parce qu'il faut savoir que tout le monde a envie de se détendre et pas non plus de se ruiner. Donc ça, c'est vraiment très simple. À Dubaï, vous allez sur Kite Beach. C'est une plage vraiment qui ressemble un petit peu à ce que vous pouvez trouver, on va dire, en Californie. Donc il y a ces petites cabines, vous savez, de maîtres nageurs et tout. Et c'est une grande plage. Et ça, bien sûr, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert, c'est à 1 heure de Dubaï, pour parler nature et choses abordables au niveau tarif, c'est Hatta. En fait, Hatta, c'est très très nature, on est vraiment loin des buildings et des gratte-ciel, c'est un lac artificiel qui est, on va dire, bleu, turquoise, c'est très très joli, c'est entre des montagnes qui sont assez élevées, assez encaissées, c'est vraiment magnifique le paysage, et vous pouvez faire du kayak pour pas grand-chose, parce que c'est 10 € la location, on va dire, de kayak. Et vous partez en famille, comme ça, vous faites une balade sur ce lac. C'est quand même un très grand lac. Vous en avez pour 1h30, 1h30, 2 heures aller-retour. Il fait hyper bon. Et puis, c'est très, très frais, la température là-bas. Parce que parfois, à Dubaï, il peut faire chaud. Mais là, vous êtes bien. On peut s'y baigner dans le lac? Alors, justement, malheureusement, on ne peut pas s'y baigner pour des raisons de sécurité. Sinon, ça partirait en vrille avec tous les kayaks et tout. Je pense que... Parce qu'à Dubaï, il faut savoir qu'ils sont très organisés. Donc, personne n'enfreint la loi. Donc, tout le monde fait ça très bien. Bon, en France, ce serait différent, je pense. Oui, ce serait l'anarchie. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a envie de se baigner. Je vous promets, quand vous êtes sur ce lac, vous vous dites j'ai envie de plonger. Mais non, c'est interdit. Je pense qu'ils arrivent direct. C'est très surveillé. Mais ça vaut vraiment la peine. Et ça donne une autre idée de Dubaï qu'on imagine souvent. Voilà, c'est des buildings, c'est du béton. Moi, j'ai découvert ça, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Ça change un petit peu. Voilà. Et il y a autre chose aussi qui est très intéressant. C'est dans le vieux Dubaï, le quartier de Shindaga, en fait, c'est que des musées. Il y a 25 musées au total qui, à terme, seront construits. Et il y en a déjà 17 qui ont ouvert. D'accord. Donc, c'est des musées sur l'histoire de Dubaï. Il y a le musée de l'archéologie qui est vraiment passionnant. Oui, il y a une histoire à Dubaï? Évidemment. Et oui, parce que figurez-vous qu'on croit toujours que Dubaï, voilà, ça fait 50 ans que ça s'est construit, qu'il n'y avait rien avant. Eh ben non, en fait, Dubaï, maintenant, pareil, tout comme ils ont décidé de développer le tourisme familial, etc.,
pas seulement le tourisme bling, on va dire, comme je vous disais, ils ont aussi décidé de revaloriser leur histoire parce qu'ils en ont marre d'entendre « Ah ben on est... » Bon, c'est vrai qu'ils avaient commencé à parler de ça en premier, hein, qu'ils étaient nés il y a 50 ans et qu'ils avaient construit un empire, etc. Mais en fin de compte, ça les a un peu desservis parce que tout le monde leur dit « Ah mais il n'y a pas de culture à Dubaï, il n'y a rien à faire à part les sorties, les restos et tout. » Donc ils ont voulu raconter leur histoire. Et leur histoire, en fait, elle est bien plus ancienne puisque c'est un peuple de bédouins, ça on le sait au départ, hein, qui a réussi à s'enrichir et à construire tout ça grâce au pétrole, on le sait, tout le monde le sait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un peuple avant qui vivait dans ce désert et ils ont retrouvé beaucoup de vestiges. Et ça raconte en fait ce musée, le musée de l'archéologie dans le quartier de Shindaga, dans ce quartier où il n'y a que des musées dans le Dubaï. Donc ça raconte cette histoire. De ce peuple que finalement on ne connaît pas très bien. Et c'est assez amusant comment ils ont organisé le musée. C'est des musées très modernes, très bien faits, qu'on comprend facilement. C'est pas du tout des vieux musées ennuyeux. C'est très technologique, très digital. Et il y a notamment, disons, le roi de Dubaï, enfin je sais plus comment on dit, le cher, oui, je crois qu'on dit le cher, bon, de Dubaï, j'ai un doute, mais qui est dans un hélicoptère et puis tout d'un coup, ils découvrent que la dune, elle est pas comme d'habitude. Il y a un petit film qu'on vous passe et ils s'aperçoivent que comme la dune, elle est pas comme d'habitude, et ben, en fait, il y avait un site archéologique qui était caché là et tous ces objets qui ont été repérés dans le site archéologique dans le désert de Dubaï, en fait, ils sont exposés dans le musée. Donc là, vous comprenez beaucoup de choses. Il y a des petits bijoux de l'époque et tout. Et on découvre qu'il y avait une histoire à Dubaï, effectivement. Et franchement, alors comment on fait quand on se rend dans un endroit finalement qu'on ne connaît pas pour essayer de ne pas louper l'essentiel, j'ai envie de dire, les petits trucs auxquels on n'est pas forcément... on ne connaît pas, pour pas passer à côté. Comment on fait comment prépare-t-on son voyage, Salia? Alors moi, je dirais déjà de prendre un guide. Hein. Bon, c'est comme j'en ai écrit beaucoup. Je considère que c'est utile. mais on peut aussi aller sur Internet, parce que tout le monde n'a pas envie d'acheter un guide. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur Internet des gens qui partent là-bas et qui filment leur voyage aussi. Alors oui, je dis c'est bien, mais attention, parce que avec ce monde des influenceurs, etc., il y a beaucoup de gens qui sont un peu achetés par les marques, etc. Donc, faut pas non plus tout prendre pour argent comptant. Il faut pas en suivre qu'un, il faut en suivre plusieurs. Ouais. Et puis, on arrive à se faire son avis aussi, comme ça, je pense. Ouais. Alors, ça c'était pour la partie Dubaï, mais sinon, une idée de week-end un petit peu hors du commun, j'ai envie de dire, Salia. Alors, une idée de week-end hors du commun, parce que il faut aussi que ce soit pas trop cher. Allez, soyons fous quand même. Ah vous allez vous dire que c'est pas la folie, mais en fait, moi, je vous dis ne sors pas les Hauts-de-France. Hein. Non. Ça va aller. Hein. Non, mais c'est bien, j'y suis allée, alors que je suis une fille du Sud. Ouais. Et alors, franchement, si je vous le dis, c'est que c'était bien. Non, la Lozère. Alors, la Lozère, vous vous dites que, on va s'ennuyer en Lozère. Mais en fait, la Lozère, c'est un des départements les moins peuplés de France. Ouais. Vous vous rendez compte? Donc déjà, vous allez être tranquille. Et les tarifs, ils vont pas être excessifs. Parce que si on veut vraiment du pas cher et qu'on veut de la nature et qu'on veut aussi quand même un minimum d'espace et pas être les uns sur les autres, parce que souvent, quand c'est pas cher... Excuse-moi, Salia, mais si je dis à ma femme, je t'emmène dans le désert, je pense qu'elle va se dire, ok, t'es gentil. Non, mais il faut aimer la nature, parce que c'est ce que j'allais dire. On est d'accord, c'est pas pour les gens... C'est clair. Qui s'intéresse pas à la nature. Bon, si votre femme elle aime bien la rando, qu'elle aime bien vraiment se balader des heures en montagne, par exemple découvrir le mont Lozère ou alors aller faire du vélo, vraiment là je dis c'est bien. Ouais. Mais sinon non. Voilà, donc il y a des petites maisons d'hôtes, il y a des gîtes, il y a vraiment de quoi se poser et couper, parce que, en fait, si je parle de tout ça, c'est que je pense qu'on a tous besoin de couper, j'en reviens à ce que je disais, et ça peut faire du bien, même si c'est vrai que on peut se dire, en Lozère, il n'y a rien, et puis il y a une belle offre gastronomique avec des bons produits, on ne se ruine pas, donc moi je dirais, tentez la Lozère, vous perdez rien d'essayer, c'est pas loin, et en plus vous avez une maison de la Lozère à Paris, donc là vous avez un concept store, vous avez un resto, vous pouvez tout découvrir, et la maison du tourisme de la Lozère aussi, vous regarderez sur internet, vous donnera plein d'infos, donc voilà, c'est pas mal du tout. Bon, allez, dans un instant, Salia, tu vas essayer de nous trouver un week-end romantique. Bah oui. Le challenge, le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, c'est la colle, parce que peut-être que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes n'ont pas encore le fameux cadeau pour faire plaisir. Ouais, et pour, ils ont intérêt à faire des cadeaux. Hein. Surprendre, parce que c'est aussi ça, la Saint-Valentin. Hein. Je veux dire, la rose, c'est trop... voilà. Ouais. On fait plus ça, c'est fini. Facile. C'est trop facile. Voilà, donc le petit week-end, pourquoi pas là. Vous nous écoutez peut-être en voiture, vous dites... Vous cherchez depuis ce matin, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir, ou qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Voilà. Eh bien, une idée de week-end romantique, sans les enfants, que à deux. Hein. D'accord. 01 40 33 9000 pour nous appeler. C'est Salia Adjilani qui est avec nous sur France Maghreb 2, rédactrice en chef
du magazine Escapade, journaliste bien sûr pour le Petit Futé, pour le Figaro Voyage, pour RMC, pour BFM TV Paris. Elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. On parle voyage, on parle vacances, on parle évasion, on parle repos. À tout de suite. Le LGF en mode voyage aujourd'hui avec notre invitée Salia Al-Jilali qui est avec nous, rédactrice en chef du magazine Escapade, journaliste spécialisée dans le voyage. Hein. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs ? Oui, on dit ça, ouais, tout à fait. D'accord. Alors, je t'ai posé une petite question pour nous trouver une idée de week-end romantique, puisque aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et pourquoi pas un cadeau que vous pourriez faire d'ici ce soir grâce à Salia. En l'organisant dès maintenant et en préparant le billet d'avion et tout ce qui s'ensuit. Un voyage romantique, bon, ça peut être un week-end de 2 jours, hein, samedi, dimanche, mais ça fait toujours du bien. On laisse les enfants, on les fait garder par les grands-parents ou par la famille et on part que tous les deux, voilà, en week-end pour un voyage romantique, histoire peut-être aussi de se retrouver, hein, parce que c'est vrai qu'on se laisse un petit peu emporter par la vie, le quotidien. Et on en oublie un petit peu l'essentiel parfois. Et donc c'est bon de se retrouver entre adultes consentants pour se redécouvrir et pour passer un bon moment. Alors quelle serait ta destination ou tes destinations à nous conseiller pour un week-end romantique, Salia ? Alors, moi j'ai envie de conseiller quand même l'Algérie. Vous allez vous dire, oh là là, toujours l'Algérie. Mais si ça peut être romantique l'Algérie, il y a la ville d'Oran qui est magnifique et qui est très attachante. Et vraiment, une petite balade sur la corniche le soir, c'est quand même, je trouve, très romantique. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas fans de l'Algérie, qui ont envie de voir autre chose ou qui l'ont déjà vu. J'irais plutôt du côté de l'Europe du Sud, hein, parce que c'est toujours sympa. On va dire, aller... Lisbonne, ça c'est une valeur sûre. Voilà, Lisbonne. Voilà, d'accord. Lisbonne, vous avez... Bon, alors il faut quand même savoir que pour ceux qui connaissent déjà Lisbonne, ça a un petit peu augmenté au niveau des tarifs malheureusement parce que trop de succès, donc les gens augmentaient les prix, il y a eu beaucoup de Airbnb, donc tout est devenu un peu cher. D'ailleurs, il y a des Portugais même qui veulent plus habiter à Lisbonne parce que c'est trop cher pour eux, mais pour nous, ça reste quand même abordable. Donc je dirais Lisbonne, un petit week-end à Lisbonne, ça fonctionne toujours très bien. La ville, elle est très facile à parcourir. Il y a des trucs à voir là-bas ? Ah oui, il y a déjà la Plaça do Comércio, donc cette place principale qui est quand même assez imposante, qui est magnifique, on ne peut pas la rater. Il y a cette rue très commerçante, pareil, qui est juste à côté, où on peut faire plein de shopping, manger des spécialités portugaises. Franchement, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'ils mangent d'ailleurs ? La morue ? Oui, ils mangent la morue, mais ils mangent beaucoup de grillades, hein, de manière générale. Et bon, après, vous savez, ces petites tartes à base de flan, on les connaît, là. C'est très, très bon au niveau des desserts. Moi, c'est ce que je prends tout le temps. Et ensuite, pour une petite promenade romantique, vous allez vraiment dans les hauteurs de Lisbonne. Là, vous avez une vue sur toute la ville. Et c'est des quartiers, d'anciens quartiers mauresques, en fait, des quartiers où vivaient les Arabes il y a très longtemps. Et donc, vous allez avoir l'impression d'être dans une petite médina en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. Et je trouve ça très charmant parce que, du coup, ça donne un petit côté exotique et très dépaysant à Lisbonne qu'on oublie parfois. Donc Lisbonne, ça peut être une idée sympa. Ouais, en matière de transport, il y a ce qu'il faut. Oui, il y a les tramways, il y a les bus, fastoche, et puis tout ce qui est Uber, c'est pas cher là-bas. C'est vraiment moins cher qu'ici. Donc c'est facile à faire à pied. Et puis il y a plein de petits bars très chouettes pour boire un verre le soir. Il y a une ambiance nocturne. Et les hôtels ? Les hôtels, très, très abordables. Encore pour nous, on va dire, c'est entre... ça dépend si vous réservez quand même assez tôt, mais on va dire entre 80, 100 euros la nuit si vous vous débrouillez bien dans un quartier qui reste sympa. D'accord. Donc ça, c'est Lisbonne. Ça peut être une idée de week-end, pour en amoureux, évidemment. D'autres destinations peut-être à conseiller. Oui. Alors, quand on parle de week-end, c'est pas aller très très loin non plus. Hein. Non, mais c'est ça. Faut pas que ça dépasse les 2-3 heures d'avion. Oui, c'est vrai que, bon, après la Grèce, ça marche toujours. Hein. Ah oui, la Grèce. Ça, c'est toujours très, très sympa. La Crète particulièrement, non ? Oui, la Crète particulièrement, qui gagne à être connue, même si c'est vrai que ça a été pas mal, on va dire, fréquenté par beaucoup, beaucoup de touristes. Ouais. Ça reste toujours très sympa. C'est authentique. Voilà, ça reste toujours authentique. Après, peut-être une bonne idée hors saison à faire, avant que ce soit l'été, c'est Mykonos. C'est une petite île que j'ai découverte cet été. Alors, je pensais que c'était vraiment l'île de la fête et tout, mais en fait, non. Il y a un petit côté très authentique, avec un vrai village où on peut se promener, qui est tout mignon, tout blanc, tout
très agréable, en bord de mer, vraiment. Et j'ai beaucoup aimé. Et peut-être que si on n'y va pas l'été, en fait, là, on découvre le Mykonos authentique avec les pêcheurs, Ouais, parce que les l'été, c'est habitants. horrible. Ah oui, l'été, c'est la fiesta, c'est Ouais. autre chose. Ouais. Mais, et puis surtout, c'est très très cher, c'est hors de prix. Alors que si vous y allez peut-être à une période un petit peu plus calme, vous allez quand même pouvoir apprécier l'île et les habitants et pas vous retrouver qu'avec des touristes, quoi. D'accord, donc Mykonos, ça peut être sympa aussi. Voilà, pourquoi pas. Bon, alors, il y a le fameux Marrakech. Bon. Ah oui, Marrakech, alors moi personnellement, je suis pas mal allée, je trouve qu'on y va encore beaucoup, mais il y a toujours des choses à faire, je veux dire, T'as pas quel est le l'été. meilleur endroit au Maroc Ah bah que tu ça, conseillerais? je vais pas me fâcher avec, avec nos amis marocains, mais je dirais, mais moi je trouve ça bien quand même Agadir, parce que c'est pas... Enfin, il y a quand même cette plage qui est immense, c'est quand même la région la plus ensoleillée du Maroc, hein. C'est là où il y a le plus de soleil dans l'année. Donc, si vous y allez, j'ai envie de dire, à n'importe quel moment pour un pont, vous êtes sûr déjà d'avoir du soleil, c'est pas mal. Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas, hein. Vous savez, au Maroc, des fois, il pleut, hein, donc Ouais. faut mieux être prévenu. Et du coup, je recommanderais Agadir parce qu'il y a aussi pas mal de petites maisons d'hôtes, il y a des hôtels à tarifs très abordables, et donc on se fait plaisir pour pas trop cher. Il y a Tanger aussi qui est pas mal. Oui, Tanger aussi, ça c'est sûr que Tanger, c'est... Et les alentours de Tanger. Oui, ça reste, c'est vrai, une super destination parce que ça n'a pas été, on va dire, trop, entre guillemets, pourri par le tourisme. Et les habitants, ils ont leur petit style, quoi. Ils sont plus, on va dire, ils ont gardé ce côté très ouvert, très cultivé de l'époque de Tanger à l'international. Où il y avait beaucoup d'écrivains Ouais. qui venaient, etc. Donc, ils ont gardé ce côté un petit peu, j'ai presque envie de dire hipster par rapport aux Marocains, où ils aiment bien tout ce qui est un peu branché, mais un peu underground, vous voyez. Donc ils vont apporter une touche différente à vos vacances. Quand vous allez échanger avec les locaux, vous allez plus vous marrer peut-être que ce que vous avez déjà vu 10 fois dans le reste du Maroc. Et puis à Chefchaouen, qui est un indémodable, Chefchaouen, qui est ouais. pas loin, parce que ça c'est vraiment la ville bleue, avec pareil beaucoup de maisons d'hôtes. C'est très très joli, c'est perché dans les montagnes. Et là, c'est très romantique. Je tenais à le préciser, ça aussi. Si Ah, vous voulez vous faire voilà. un week-end romantique, allez à Chefchaouen. J'ai envie de dire, ça vaut mieux que la Grèce, parce que ça ressemble à la Grèce. Mais en fait, c'est beaucoup plus authentique, parce que c'est beaucoup plus... comment dire, moins fréquenté, et vous avez un accueil, mais sans pareil, par les Marocains là-bas. Et autre chose, bien sûr, la Tunisie, hein, quand même. Ah bah voilà, oui, le village quand de même. Sidi Bou Saïd, qui Ouais. est un peu dans le même esprit, avec ses petites maisonnettes toutes blanches, les portes bleues. C'est magnifique. Vous vous promenez dans le village de Sidi Bou Saïd, c'est très romantique. Et vous pouvez, pareil, trouver une maison d'hôte pour pas très cher, du côté de Tunis, ou dans la Médina, c'est rien du tout, quoi. Ouais. Puis il y Voilà. a Djerba aussi. À Djerba, bien sûr. Alors ça, Djerba, pareil, le village de Djerba, il est sous-coté. Tout le monde va toujours dans ces grands hôtels all inclusive. Bon, ok, c'est bien si on est en famille, mais si on veut faire quelque chose de romantique, allez plutôt du côté du village de Djerba. Vous trouverez pareil des maisons d'hôtes avec une vraie chaleur humaine, avec un accueil. Et beaucoup de Que- poissons. Et voilà, et beaucoup de poissons. Et vous vous régalerez parce que c'est beaucoup moins cher, bien sûr, qu'en France. Bon, ça voilà, quelques idées en tout cas de week-end romantique. Ça c'est pour les retardataires, de ceux qui n'ont pas encore trouvé le petit cadeau idéal pour madame. Ben n'hésitez pas, voilà, à aller sur internet et puis aller farfouiller un petit peu. Le billet d'avion, on se débrouille, hein, on cherche tout. Le billet d'avion d'un côté, les hôtels de l'autre. Oui, on prépare un peu son voyage quand même. Oui, je pense que là, pour tout ce qui est Europe, Méditerranée, c'est pas la peine de prendre un circuit, vous vous débrouillez Tout seul, tranquillement. bah oui, Ouais, vraiment. voilà. Vous faites Bon. pas piéger par une agence qui va vous prendre des frais, ça sert à rien. Ça vous dit des vacances en dehors du pays d'origine, Algérie, Maroc, Tunisie, ça peut être sympa quand même de découvrir autre chose, de découvrir le monde. On en reparle dans un instant et on les prépare ces vacances avec Salia Adjilali qui est notre invitée sur France Magazine. En forum sur France Magazine avec Salia Adjilali, un spécial voyage. Vous pouvez nous appeler aussi pour nous faire part de vos vacances, de vos découvertes, de ce que vous avez pu faire en famille ou seul d'ailleurs. Et bien nous faire part un petit peu de vos différentes expériences. 01 40 33 9000 ou aussi demander des conseils, pourquoi pas, pour préparer d'éventuels week-ends ou vacances. Alors on a oublié parmi les destinations aussi un peu romantiques, évidemment il y a l'Italie. Ah oui, Il y a l'Italie. de quoi faire. Ah, ça En marche matière toujours, hein, de vraiment. romantisme, l'Italie quand même c'est balèze. Oui, c'est balèze. Et je recommanderais, bon, Rome, hein, bien sûr, ça c'est toujours magique, il n'y a rien à dire. Numéro 1. Numéro 2, Florence, parce que Florence, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut tout faire à pied. Il y a un centre historique qui est très très riche en patrimoine, il y a des visites à n'en plus finir, et c'est très charmant, quoi. On s'y sent bien, on se promène, on prend son temps. Bon, il y a toujours pas mal de monde, mais on peut trouver dans des petites ruelles une ambiance un peu plus typique, on va dire, et ça reste très abordable. Donc Rome, Florence, Et aussi Naples. Naples. Alors Naples, on Ah est ouais. tout au sud. Bon, c'est quand même encore moins cher. Et vous avez la fameuse pizza napolitaine qui va vous coûter
entre 4 et 6 euros, une bonne Incroyable. pizza. Ouais. Alors qu'ici, y a pas... enfin en France, on sait Et très bien 15 que c'est €. voilà, 15 euros, tout de Ouais. suite on est ruiné. Mais là-bas, on a des bons produits, Des c'est bien pâtes. préparé, c'est frais, c'est minute. Et puis c'est bien si vous partez en famille aussi, si vous êtes avec un petit enfant, bah voilà, il va se Il y a de régaler quoi quand se loger même. aussi, sympa. Oui, il y a de quoi se loger, niveau hôtel. Bon, il faut réserver un peu tôt quand même à Naples parce que bon, ils ont pas tant d'hôtels que ça par rapport à d'autres villes, je trouve. Mais vous trouvez des bonnes affaires et c'est très chouette. Et Alors, vous pouvez quand aller on à Capri, les Ah, îles Capri. en face. Ouais, Il y c'est a fini. Ischia, voilà. Il y a Ischia, Procida et Capri, donc les 3 îles en face. Alors Ischia et Procida, en fait, c'est des îles qui sont plutôt fréquentées par les Italiens. Capri, plus par les touristes, où vous pouvez aller à la journée. L'été, c'est un peu l'enfer parce qu'il y a tous ces bateaux de touristes qui débarquent. Bon, c'est un peu fatigant. Vous savez que le guide parapluie, là, le type qui avec son parapluie, il y a tout le groupe qui le suit derrière. Ça me gonfle à chaque fois. Ouais. Mais il y a une ambiance quand même très très charmante dans le village de Capri. Moi, j'avais un peu évacuer cette île de ma tête parce que je me disais ça va être que ça. En fait non, le soir quand tout le monde est parti, faut essayer de passer une nuit sur l'île de Capri, c'est très romantique. Vous avez une ambiance mais comme dans les films quoi. Vous savez avec des chanteurs dans les restaurants qui vous content fleurettes, qui vous font rêver, c'est illuminé, c'est un peu en mode bougie, petite ampoule un peu partout, vous savez les guirlandes d'ampoules lumineuses, vous avez ces petits pavés, vous avez l'impression d'être projeté à une autre époque et franchement c'est super joli quoi. Alors c'est vrai que quand on pense romantisme et quand on pense Italie, on pense à Venise. Alors Venise, j'y suis allée, c'est vrai que c'est une belle destination, mais c'est fatigant parce qu'il y a trop de monde. Ouais. Moi j'ai du mal quand même. Ouais. Et il faut vraiment aller en dehors des sentiers battus, dans les rues où personne ne va. La Piazza San Marco, c'est très bien, hein, c'est un incontournable, mais au bout d'un moment, c'est lourd. Donc je dirais aller sur les petites îles d'à côté, l'île de Murano notamment, où on fabrique le fameux verre du même nom, c'est très joli et souvent les gens, ils y pensent pas trop, ils restent toujours dans les mêmes coins, ils vont faire le canal et puis ça y est quoi. Donc j'ai envie de dire, sortez des sentiers battus à Venise, restez pas vraiment là où il y a tout le monde parce que c'est un peu un réflexe grégaire que tout le monde a, mais en fait non, sortez. Alors on va préparer les vacances dans un instant sur France Maghreb 2, les vacances d'été bien sûr, où là on peut se faire des bons petits, pourquoi pas, des bons petits voyages et pourquoi pas d'ailleurs faire des trucs combinés, ça peut être sympa aussi. Voilà, on prend 2 semaines, voire 2 semaines et demie, c'est quand même, je pense, la bonne période pour partir un petit peu en vacances cet été. Oubliez tout, partir en famille. Salia, je compte sur toi pour nous donner des bons conseils, mais juste auparavant, j'aimerais qu'on reparle de ce que tu as fait il y a très peu de temps, évidemment, qui nous ramène encore à Dubaï, où tu étais parmi les chanceuses à inaugurer cet hôtel si particulier, d'ailleurs, qui a ouvert ses portes au public, je crois. Ça y est. Exactement, le 10 février. En fait, j'étais à la pré-ouverture. Ils ont ouvert que pour l'inauguration pendant une période bien précise, fin janvier. Et ils ont invité beaucoup de VIP, des journalistes, des influenceurs. Et donc, on était tous là pour faire la promotion de cet hôtel Atlantis The Royal, qui est sur la Palme, l'île artificielle donc, de Dubaï, qui est une île normale en vérité, à côté de Atlantis. L'originel Atlantis, parce que en fait au départ c'est une marque, en fait c'est une chaîne et ils sont en train de se développer et donc ils ont ouvert ce 2e hôtel Atlantis Royal. Et Atlantis de la Palme, celui d'origine, c'est cette fameuse arche qui fait très palais, un peu d'Aladin, que vous avez tous vu sur des cartes postales, un peu rougeoyantes comme ça à l'horizon, et je suis sûre que les auditeurs ils l'ont déjà vu et que certains y sont allés. Il y a aussi un parc aquatique qui est génial pour les familles et tout, et qui est juste à côté. Et donc si vous voulez, sur cette zone-là, vous pouvez faire Atlantis le premier, après Atlantis The Royal, vous avez accès aux 2 hôtels quand vous dormez en fait dans l'un ou l'autre, et vous profitez aussi du parc aquatique gratuitement. Donc c'est très rentable si on dort dans un de ces hôtels, mais il faut savoir qu'Atlantis The Royal c'est quand même beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus luxe. Là ils ont voulu vraiment en mettre plein la vue à tout le monde, et ils ont fait cette incroyable inauguration avec le concert de Beyoncé, qui n'avait pas donc mis les pieds sur scène depuis 4 ans. Et donc là, moi j'ai cru jusqu'au bout qu'elle allait pas être là, parce que c'est quand même incroyable de se dire Beyoncé qui vient à Dubaï.
Et elle était là avec toute sa famille, en fait. Il y avait Jay-Z qui était là, donc son mari, ses enfants, ses parents. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de son cachet. Oui, apparemment, c'est vrai, 24 millions, mais je veux dire, on peut pas lui reprocher. Enfin, c'est Beyoncé, quoi. Donc, on lui propose 24 millions, bah, elle vient, et puis elle fait un concert incroyable. Alors, ce qui était dingue, c'est qu'elle était avec des choristes libanaises, parce qu'elle a vraiment joué le côté oriental. C'est-à-dire que dans tout son concert, il y avait des chansons, bien sûr, qu'on connaissait, hein, des standards que tout le monde celui-là, connaît. par exemple. Voilà. Exactement. Et il y avait aussi toujours cette petite note orientale, parce qu'il y avait la famille royale qui était là quand même dans le public, un peu planqués, on les voyait pas, mais ils étaient là, donc il fallait quand même leur rendre hommage aussi, rendre hommage au pays qui l'accueillait. Et j'ai trouvé que la scénographie, elle était absolument magique. C'était vraiment une déesse sur scène, quoi. C'est-à-dire qu'elle apparaissait en fait. Comment vous expliquer, elle apparaissait comme en dessous de la scène, tout d'un coup elle est montée et ça a commencé comme ça avec des feux d'artifice incroyables qui allaient en fait de l'hôtel Atlantis jusqu'à l'hôtel The Atlantis Royal. On peut facilement trouver en fait les feux d'artifice en question en regardant sur internet, hein, et notamment sur le site d'Escapade, hein, il y a la vidéo en fait dans l'article que j'ai écrit, et donc vous verrez que c'était bluffant. Et il faut savoir aussi que en fait sur cet hôtel Atlantis Royal, il y a des fontaines qui sont encore plus belles que celles de la Burj Khalifa, parce que ces fontaines, elles sont uniques au monde en fait. Non seulement il y a une chorégraphie, non seulement il y a la musique, vous savez, avec les fontaines qui dansent qu'on voit sur Burj Khalifa, mais en plus il y a des flammes. C'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie aux flammes avec des musiques incroyables, genre de Vangelis par exemple, tout au long de la soirée, et avec un effet son et lumière. Et donc ce spectacle de Beyoncé, si vous voulez, il rappelait aussi les fontaines qui étaient juste à côté, et donc elle, à un moment, elle passe entourée d'eau au niveau des fontaines. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je vous promets, c'est difficile de le décrire. Et puis, souvent, quand on voit des concerts de ces grandes stars internationales, on les voit sur grand écran. On est au Stade de France, on est au Vélodrome. Bon, et on les voit loin. Vous n'avez pas le droit de filmer, hein. On n'avait pas le droit de filmer. Alors ça a été ma grande frustration, parce que figurez-vous que tous les fans de Beyoncé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés sur l'Instagram d'Atlantis Royal, ils ont repéré tous les gens qui s'étaient tagués là-bas, Ouais. notamment moi, et ils n'arrêtaient pas d'envoyer des messages, s'il vous plaît, filmez. Et il y a des fans de Beyoncé, des clubs de fans du monde entier, notamment du Brésil surtout, moi, qui m'ont contacté, qui disaient s'il te plaît, filme, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que, ouais, c'était un événement, quoi. Donc, Ouais. malheureusement, c'était interdit de filmer. Apparemment, c'était pas Dubaï qui avait demandé ça, mais c'était Beyoncé, parce que... Ah oui. En Ouais. fait, comme toutes ces stars, bon, retour sur scène, elle veut que ce soit parfait, elle veut pas être filmée dans le mauvais angle et tout. Je peux comprendre, mais en revanche, il y a des gens qui ont filmé. Moi, j'essayais de prendre une photo, mais à chaque fois que je sentais mon téléphone, le type venait. Donc j'ai dit, bon, bah non, en fait, moi, ils m'ont repéré direct. Mais les autres ont pu filmer et tout. Et dans les spectateurs, je me suis retrouvée avec Nabila et son compagnon, aussi beaucoup d'influenceurs français qui étaient là. Et c'est vrai qu'ils étaient tous surexcités, hein, en fait. Hein. Ils étaient pas loin de moi, donc c'était marrant de voir aussi comment eux se sont retenus de filmer. Parce que imaginez un influenceur qu'on empêche de filmer, c'est pas facile. Bon, alors j'aimerais qu'on s'arrête ainsi un instant sur ce que tu as fait il y a pas longtemps, et je sais que ici, j'en profite pour faire une petite dédicace à Tarek Pami, le patron de cette radio, qui a aussi comme toi beaucoup voyagé et qui à chaque fois nous vend la destination, le Sultanat d'Oman, qui est pour lui la destination vraiment de très loin préférée, alors par son authenticité, et ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les images de bling bling de Dubaï et compagnie. Ah, tu n'aimes pas Dubaï. Non, je suis pas trop fan, non, c'est Mais clair. j'ai dit, il y a des choses à faire. Oui, C'est sympa peut-être, qui mais change. bon. Sultanat d'Oman. Franchement, en plus, tu t'es retrouvé en haut d'une montagne, perdu là, à Sultanat d'Oman. Salia, qu'est-ce que tu en gardes comme image du Sultanat d'Oman? Alors, c'est vrai que j'y étais il y a très peu de temps, il y a environ un peu plus d'une semaine. Et j'ai eu un coup de cœur quand même pour la destination, parce que comme vous dites très bien, c'est très authentique. Et quand on arrive de Dubaï, pourtant, c'est à 1 heure de vol. Bon, peut-être 1 heure et demie. Bon, je suis arrivée à Mascate, mais en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de visiter Mascate, parce que je suis allée directement sur cette montagne qui s'appelle Jabal el-Akhtar, qui en fait veut dire en arabe la montagne verte, mais en fait, c'est pas vert du tout. C'est très rocailleux et c'est très aiguisé comme montagne. Et je suis arrivée jusqu'à 3000 mètres d'altitude, donc c'est un des pics les plus élevés d'Oman. C'est dans le nord, c'est une chaîne montagneuse qui est absolument fabuleuse, très très impressionnante. Donc on arrive tout en haut de cette montagne et il y a un hôtel où j'ai dormi, qui n'est pas donné, mais c'est un endroit très très romantique, vraiment, parce que vous êtes coupé du monde et
Et c'est magique, quoi. Vous êtes vraiment dans la nature, c'est très dépaysant, c'est presque émouvant. Quand on se réveille le matin sur son balcon et que sur on se retrouve face à cette chaîne de montagnes perchée, là, je vous promets, ça fait quelque chose, ça met la chair de poule. Et l'hôtel, il est très romantique, vraiment. Il n'est pas donné. Bon, il faut compter minimum 300 € la nuit, Ah ouais. mais franchement, ça vaut le coup. C'est un voyage aussi d'une vie, je dirais, parce que vous passez 2-3 jours là-bas, franchement, c'est quelque chose. Et Alors, vous pouvez aller faire, bien sûr, des randonnées. Ah oui. Voilà, donc moi, Alors, ce que il j'ai y a fait... aussi une architecture, paraît-il, qui est assez extraordinaire. Oui, l'architecture, elle est extraordinaire, mais là, en tout cas, sur cette région où j'étais, ce qui était assez dingue, c'était les 3 villages abandonnés qu'il y a autour, en fait, sur cette montagne. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant très longtemps, bien sûr, il y avait des paysans, des gens qui vivaient d'agriculture là-bas, mais bon, après, il y a eu l'exode rural, ils sont partis, et il reste 3 villages, en fait, qui ont été préservés tels que, et qui sont en fait des villages traditionnels, on va dire, de paysans omanais qui sont restés justement à côté de cet hôtel, donc sur cette montagne. Et vous pouvez suivre en fait le canal d'irrigation, parce que en fait les Omanais historiquement sont très forts pour l'irrigation de leur agriculture. C'est vraiment quelque chose, c'est un art ancestral. Donc il y a un espèce de grand canal qui s'appelle le Falage, hein. En fait c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, ce qu'ils ont créé. Et en fait vous suivez ce canal d'irrigation dans les montagnes avec un guide et vous allez traverser ces 3 villages en fait inhabités. Il n'y en a qu'un seul qui est encore habité par quelques personnes, genre une dizaine de personnes d'une famille. Mais vous allez vraiment faire une plongée dans le temps et vous voyez leur système de terrassement, d'agriculture qui est assez impressionnant parce que en fait c'est des terrasses un peu comme des rizières, sauf que ça continue, ils continuent à cultiver des légumes, ils continuent à tout cultiver, grâce à ce système d'irrigation quand même, où vous êtes à plus de 3000 mètres d'altitude. Moi j'ai trouvé ça fascinant, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on mange au Sultanat d'Oman, ma chère Salia? Alors bah écoutez, ce qu'ils adorent, c'est les grillades. Ah. Alors, je vous jure que ça m'a scotché. Quand je suis arrivée à Mascate, bon, il faut savoir que c'est pas à côté, hein, la montagne dont je vous parle. Il y a quand même 2 bonnes heures de route, et puis ça monte, c'est un peu... Donc j'ai eu le temps d'observer le paysage, et j'ai eu le temps d'observer... justement beaucoup de gens qui faisaient des barbecues sur la route. Et en fait, les gens s'arrêtent et ils prennent des petites grillades, ça coûte rien du tout, hein. Alors là, pour le coup, vous pouvez être en famille, ça vous coûtera rien. Peut-être, allez, 5-6 €, vous avez une bonne assiette de grillades. Et vous voyez des espèces de petits snacks avec une fumée, mais impressionnante. C'est pas les petites grillades qu'on peut imaginer ici. Non, il y a de la fumée partout en bord de route, donc vous les repérez de loin. Et c'est très très bon. Vous avez des grillades de tout, quoi. Poulet, agneau, bœuf, tout ce que vous voulez. Et c'est très bon, avec une petite sauce sympa. Et les Omanais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont hyper sympas, hyper accueillants. Ils sont un peu réservés. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Non, ils vont pas vous taper la discute facilement, mais ils vont être très gentils. Ouais. Et si vous leur posez des questions sur leur culture, tout ça, ils vont vous parler. Donc même en achetant des grillades, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur Oman et sur le pays. Il faut y aller, hein. Vraiment, il paraît que c'est à faire. Vraiment, il faut y aller. Et puis, il y a aussi quelque chose que je voudrais préciser. Quand on arrive de Dubaï, alors... Bon, moi, j'avais pas vraiment fait attention, mais la tenue vestimentaire, c'est important parce que les gens, ils s'en fichent de comment vous vous habillez, ils vont jamais vous juger, vous êtes touriste. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes là-bas, elles vont vraiment être plus voilées. C'est pas comme à Dubaï où tout le monde s'habille comme on veut, quoi. Donc je préfère préciser parce que si vous arrivez en mini-jupe de Dubaï, vous allez vous sentir assez mal à l'aise. Oui, d'accord. Voilà. Ok, non, mais ça, c'est une précision importante. Je préfère le dire parce que moi, on me l'avait pas dit, j'étais pas en mini-jupe, mais je me suis dit mince, si j'avais su, je me serais un peu plus couvert. Et le climat, c'est le même qu'à Dubaï? Alors, le climat, on va dire, oui, c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est bien, c'est que si vous allez dans les montagnes, pendant la période où il fait très chaud, vous allez jamais avoir chaud là-bas parce qu'il fait beaucoup plus frais, hein. Bien sûr, il fait, on va dire, 15 degrés. Ouais. Donc là, on vient pour le grand air, pour se rafraîchir. Et d'ailleurs, tout le Moyen-Orient adore aller là-bas en vacances, les gens qui ont les moyens, pendant l'été, parce que c'est le moment où il fait bon. Qu'est-ce qui différencie le Sultanat d'Oman à Abu Dhabi, par exemple? Alors, déjà, c'est un autre... disons que Abu Dhabi, c'est les Émirats. Oui. Donc, les Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, il y a plusieurs Émirats. Il y a Dubaï. Et le Sultanat d'Oman, bon, on va dire c'est un autre pays. Ils sont pas loin. Dubaï, il y a une frontière avec Oman. Mais culturellement, ça n'a rien à voir. Si vous voulez, déjà, les Émiratis, on utilisait 2 mots, hein, en fait, ils vont être une minorité dans leur pays. C'est-à-dire qu'il y a 90% d'expatriés à Dubaï. Et donc le reste, c'est des Émiratis. Donc vous les voyez pas beaucoup. Et puis voilà. Et puis aussi des Européens, énormément d'Européens qui vivent à Dubaï, qui travaillent
un peu partout, beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais, d'Australiens. C'est difficile de ne pas rencontrer une nationalité à Dubaï. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a le monde entier là-bas. Donc je parle de Dubaï, mais à Abu Dhabi, il y a beaucoup d'expatriés aussi, et même dans le reste des Émirats, il y en a, mais c'est surtout à Dubaï, bien sûr, et à Abu Dhabi qu'on va les trouver. Alors qu'à Oman, Ouais. vous allez rencontrer les locaux, vous allez vraiment les rencontrer, parce que Ouais. les Émiratis, ils sont réservés. Hein. Ils vont pas vous taper la discute, vous n'allez pas les trouver en Les train... Émiratis, tu les vois pas. Voilà, tu les vois rapidement. Mais Ouais. en fait, on va pas taper la discute avec un Émirati, ça se fait pas. Il va Non. vous regarder, qu'est-ce que tu veux, quoi. Si tu veux, ouais. Il y a un côté un petit peu, pas hautain, mais on va dire, ils mettent la distance avec les touristes. Alors que les Omanais, pas du tout. Alors vous allez rencontrer, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, des Omanais partout. Et c'est quand même, je trouve, important d'échanger avec les locaux parce Bien que sûr. c'est vrai que Dubaï, parfois, on sait pas trop où on est quand on arrive Ouais. la première fois. On sait pas dans quel pays on est. Parce que c'est vrai qu'on se croirait un peu aux États-Unis, on se croirait un peu en Europe. Il y a plein de choses qui sont similaires à toutes les cultures. Et finalement, elle est où l'authenticité? C'est vrai que c'est pas facile. Il faut creuser pour comprendre Dubaï. Alors que Oman, tout de suite, on est plongé dans la culture. On est avec les locaux. Et comme je vous ai dit, même si votre tenue vestimentaire ne va pas correspondre, ils vont pas vous juger parce qu'ils ont été très bien éduqués par rapport à l'accueil des touristes. Donc il n'y a aucune hostilité. Il y a vraiment une gentillesse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et il y a des mosquées splendides. Ah oui, bien sûr. Alors là, il y a des mosquées à travers tout le pays. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de les visiter parce que c'était un voyage assez court qui s'est concentré entre Jabal al-Akhtar et aussi Salalah. Donc Salalah, il faut prendre un avion à partir de Mascate. C'est 1h30 de vol à peu près parce que c'est quand même tout en bas du pays. Et Salalah, c'est vraiment une très jolie destination. Alors, ça n'a rien à voir avec le paysage de Jabal al-Akhtar. C'est vraiment la mer, la plage, les tropiques. Rien à voir du Donc tout. on peut tout avoir en fait au Sultanat d'Oman. Exactement, On on peut peut avoir le tout côté plage, mer, etc. Oui, Montagne pour les amateurs. tout à fait. Et aussi la ville à Mascate. Et la parce ville. que, autant vous dire que vous retrouvez ce que vous aimeriez bien à Dubaï. Si vous aimez le shopping, par exemple, il y a des malls, il y a Ouais. des très bonnes tables, il y a une petite marina sympa avec des bateaux incroyables. Enfin, il y a tout ça. Mais c'est moins clinquant, bien sûr, que ce que vous allez voir à Dubaï. Mais vous avez ça aussi à Mascate. Et pour revenir à Salalah, moi, j'ai vraiment trouvé cette plage magnifique. Alors, la plage de Salalah, c'est du sable fin, c'est une eau verte émeraude. Vous êtes vraiment dépaysé. Et les couchers de soleil sur Salalah, aussi bien que sur Jabal al-Akhtar, C'est un truc de fou. c'est un truc de fou. Je Ouais. vous promets, je n'ai pas réussi à décrocher du coucher de soleil dans les deux sites. C'est-à-dire que je me suis mise tout en haut de la montagne, là, à Jabal al-Akhtar. Il y a un spot particulier dans cet hôtel à Dantara où vous vous asseyez, mais vous pouvez voir ça depuis d'autres hôtels, parce qu'il y a des points de vue installés sur cette montagne. Et les couleurs, c'est absolument splendide. C'est vraiment le coucher de soleil carte postale dont vous avez toujours rêvé. Et puis ça va tout doucement. Et puis comme le ciel, il est très pur, il n'y a pas de pollution, si vous voulez, visuelle, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien de tout ça. Vous avez une luminosité, une lumière qui va aller jusqu'au violet, tellement c'est beau. Et vous avez la même chose à Salalah, parce que c'est très préservé. Il faut savoir que ça n'a pas été envahi par des grandes villes toutes moches, quoi. Non, c'est magnifique. Et les cocotiers qu'il y a à Salalah, partout, c'est quand même quelque chose. Moi, j'avais l'impression que j'étais un petit peu, vous savez, en Guadeloupe ou dans la Caraïbe en général, ou même à Cuba, que je connais bien, parce qu'il y a tellement de palmiers de cocotiers. Il y a une avenue, quand vous arrivez du côté de la plage, c'est que des cocotiers, mais sur facilement 2 km, quoi. Sultanat d'Oman, voilà, et on prépare son voyage évidemment en amont, on se renseigne. Oui, il voilà. faut se renseigner. Et alors, bon, là, moi, j'ai travaillé avec les hôtels à Nantara. Il y a un très bel hôtel à Nantara, à Salalah, bon, avec des villas privées, c'est magnifique, c'est pas donné. Donc, je dis pour les gens qui budgètent, mais il y a un plan, parce que j'ai beaucoup discuté avec mon guide omanais, qui était très, très sympa. Et là, il me dit, mais t'as envie de rester à Salalah quelques jours sans que ça te coûte trop cher? Je fais, oui, mais c'est quoi alors le bon plan? Et là, il m'a donné ce plan, je vous promets, le plan du siècle. En fait, tout autour de cet hôtel, donc dans la ville de Salalah, et en bord de mer, il y a des appartements qui sont en location. Et c'est les locaux, bien sûr, qui vous font ça. Et c'est seulement entre 15 et 20 euros la nuit. Ah ouais, Et c'est un 2-3 pièces, quoi. C'est pas... ah ouais, du bah, Airbnb. carrément bien là, pour partir Ah oui. en famille. mais carrément bien. Et alors, j'ai dit, mais comment on trouve? Il m'a dit, c'est très simple. T'arrives, tu demandes, et en 2 secondes, tu trouves tout. Ah d'accord, quoi. on peut pas Tout le monde préparer ça en amont. On peut, parce que Sur Internet ça existe sur Internet, bien sûr. Mais je veux dire,
si vous voulez le faire. Bah, le mieux, c'est de se prendre une nuit par sécurité dans un hôtel. Voilà, exactement. Et après, puis comme ça, le lendemain, vous cherchez votre petit appartement. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, bien sûr, il m'a dit de ne pas le répéter, l'hôtel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la planque absolue, parce que vous avez droit à cette plage, qui est évidemment en accès gratuit. Les plages sont publiques, à Oman, je préfère le préciser. Et donc, après, vous avez votre appartement, vous faites vos petites courses, et il me racontait comme ça qu'il y avait un Allemand qui venait tout le temps à l'hôtel, et puis un jour, il en a eu marre, il lui a dit « Trouve-moi un truc », et il a pas bougé, il avait tout, ses meublés, il y a tout, la machine à laver, tout, puis c'est une sécurité incroyable aussi à Oman, comme à Dubaï, c'est des pays où vous n'aurez jamais rien. Donc, ça c'est bien, ça c'est bien. Oui. Bah, je comprends pourquoi Tarek Mami, notre patron, il est tombé amoureux d'Oman. Ah oui, non, mais je comprends complètement. Et moi, j'ai envie d'y retourner parce que j'ai pas eu le temps d'explorer tout le pays. Mais alors, ce que j'en ai vu, c'est déjà de sacrés joyaux du pays quand même. La montagne et la plage, waouh quoi. Bon, dans un instant, on va parler un peu du magazine Escapade et on va vraiment se pencher là pour les vacances d'été, ma chère Salia. Allez. Alors, des vacances. On va essayer d'établir des profils différents parce que, évidemment, chaque personne a des envies qui divergent. Ça peut être, alors, on va aussi parler de ceux qui veulent ce qu'on appelle le tourisme halal, là, qui s'est un peu développé, peut-être pour être sûr d'être dans un hôtel. C'est vrai que c'est important. On peut important. avoir aussi une certaine, une certaine tranquillité à ce niveau-là, d'être sûr manger halal, bien sûr. Voilà, tu auras quelques bons plans aussi, voilà, pourquoi pas. Cet été, on va essayer vraiment de découvrir d'autres endroits parce que c'est vrai que quand on est d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine, on va souvent l'été au bled pour voir la famille, ce qui peut se comprendre. Mais l'occasion aussi est donnée d'aller voir ailleurs autre chose, une autre culture, d'autres endroits, parce qu'il y a tellement d'endroits magnifiques dans ce monde que franchement, ça serait dommage de passer à côté. Alors, si Salia peut nous conseiller quelques-unes des destinations, on prépare vos voyages d'été, mes amis, au 01 40 33 9000 si vous souhaitez nous appeler, ou juste écouter Salia Djilani qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 tout de suite. Que du plaisir aujourd'hui avec Salia Djilani qui est avec nous sur France Maghreb 2, rédactrice en chef du magazine Escapade. Et le nouveau numéro d'ailleurs est sorti. De quoi il parle-t-on à l'intérieur de ce magazine ? De tant de choses. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je vous ai déjà donné quelques infos sur les Hauts-de-France. Mais il y a les Maldives, donc on a fait un focus. Ça change quand même des Hauts-de-France. Ah oui, ça change. On aime bien les contrastes chez Escapade. Et donc, il faut parler à tout le monde. Et puis, il faut bien quand même aussi faire rêver avec les Maldives, parce que c'est une destination qui, on a beau dire, bon, elle est quand même, elle a été faite, refaite et refaite, mais on s'en lasse jamais. Il y a quand même cette eau turquoise avec ces atolls incroyables. Vous prenez l'hydravion quand vous arrivez à la capitale, à Malé, pour aller sur votre petit resort. Je vous promets que ce que vous voyez, on s'en lasse pas, quoi. C'est vraiment des îles perdues dans l'océan, avec des dégradés de bleu qui sont fabuleux, et donc vous êtes complètement hypnotisé par ce spectacle qui est prodigieux sous vos yeux là pendant 15-20 minutes, le temps d'arriver sur votre île hôtel, parce que il faut le rappeler qu'aux Maldives c'est surtout des îles hôtels, c'est pas des îles habitées. Après il y a des îles habitées par les locaux, il y a vraiment deux types d'îles. Et donc là dans ce magazine on parle du groupe du groupe de resort Sun Siam. Et ça c'est intéressant parce que en fait il faut savoir que c'est surtout des groupes hôteliers étrangers aux Maldives, mais le groupe Sun Siam ça appartient à des Maldiviens. Donc je trouve ça important de rendre à César ce qui est à César, parce que c'est vrai que quand le tourisme s'est développé dans les années 70 aux Maldives, ils se sont fait un peu prendre leur territoire par des bons investisseurs qui ont vraiment fait beaucoup d'argent et qui continuent à en faire. Et les Maldiviens, en fait, il faut savoir que c'est un pays assez pauvre. Ils n'en ont pas forcément profité. Si on ajoute à tout ça la corruption des différents gouvernements, c'était pas terrible pour eux. Et de voir comme ça un type qui est parti de rien, parce que c'est ça l'histoire de ce groupe qui vendait en fait des billets pour les excursions à l'aéroport de Malé, qui est la capitale des Maldives, et de voir qu'aujourd'hui, il a quand même pas mal de resorts, et d'avoir pu voir ces hôtels, moi j'ai trouvé ça génial. Et donc c'est beau quand ça fonctionne comme ça et quand on voit une réussite. Et en plus, il rend à la communauté tout ce qu'il a gagné, parce qu'il aide beaucoup les employés de ces hôtels. Il essaie de se débrouiller, par exemple, pour les faire venir d'îles voisines et pas d'îles qui sont situées à des kilomètres. Parce qu'il faut savoir que les Maldives, c'est immense. Donc, si vous prenez un employé qui habite à l'autre bout des Maldives, il va jamais voir sa famille. Donc, et puis, il faut le préciser, c'est quand même un pays musulman. Donc, pour nos auditeurs, c'est important de savoir ça aussi, parce que vous allez manger halal, la plupart du temps. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez vivre une expérience, disons, touristique plus abordable et aussi plus authentique,
authentique et peut-être plus halal, vous pouvez aussi aller sur une île locale. Ça, on le sait moins. Mais en fait, il faut savoir que les îles locales, contrairement aux îles resort, les îles hôtels dont je viens de parler, en fait, c'est des îles où les Maldiviens vivent. Donc, c'est des populations musulmanes. Hein, donc, vous allez avoir une discrétion. Les femmes, elles sont couvertes. Sur les plages, vous n'allez pas avoir des bikinis. C'est interdit, excepté certaines plages réservées. Donc là, c'est des plages d'hôtel. Bon, ben voilà, où vous allez voir le bikini autorisé. Mais vous ne pouvez pas vous mettre sur toutes les plages comme ça en bikini. C'est pas pareil. Donc, pour les familles qui ne veulent pas se retrouver dans une situation voilà, avec des femmes découvertes, etc., bah, ils vont être à l'aise là. Ils seront contents. Et en même temps, ils mangeront halal. Et en même temps, ces hôtels, ils sont beaucoup moins chers. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les resorts de rêve, là, avec les villas sur pilotis que vous connaissez tous dans les Maldives. Là, c'est vraiment des hôtels, on va dire, des petits boutiques hôtels, des hôtels de charme, où vous êtes pas loin de la plage et vous avez la supérette à côté. Vous pouvez même faire votre petite cuisine, des fois. Et voilà, vous pouvez trouver un hôtel avec une chambre, on va dire... 100, 150 € la nuit, comme vous trouveriez n'importe où ailleurs, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que vous avez la même mer et puis vous avez cette ambiance aussi très typique. Vous pouvez voir comment les Maldiviens y pêchent et c'est vrai que c'est bien de découvrir aussi la culture, je trouve, d'un pays quand on part en vacances et ce qu'on pourrait reprocher aux Maldives quand on va dans ces îles de rêve resort, oui, comme je rappelais tout à l'heure, c'est un resort par île, et ben là on voit pas les Maldiviens, bien sûr on peut les rencontrer dans les employés, mais c'est souvent on va dire des employés du monde entier. Vous allez trouver des Ukrainiens, des Chinois, des Américains qui travaillent dans le resort. Et finalement, les Maldiviens, vous ne les rencontrez pas. Donc c'est dommage. Aller sur les îles locales. Voilà, moi je recommanderais plutôt les îles locales. Après, bien sûr, pour celles qui veulent se baigner en bikini, vous avez aussi des hôtels où vous avez des plages où vous pouvez vous baigner en bikini qui sont réservées. Mais voilà, si vous voulez un peu plus de discrétion et que vous voulez justement, la tradition, vous l'avez. Pourquoi pas pour cet été? Je sais qu'il y en a qui veulent avoir ce type de voyage, justement, être sur les plages avec pas forcément des filles découvertes, de pouvoir aussi aller faire sa prière dans une mosquée à proximité, de pouvoir être sûr de manger halal et en même temps de passer de bonnes vacances, ce qu'on appelle communément le tourisme halal qui a flambé. Hein. D'ailleurs, ces dernières années, c'était devenu même un vrai business. Quelle est pour toi, et selon toi, la meilleure destination que tu pourrais conseiller pour cet été, pour une famille qui souhaite partir voilà, en respectant un peu ses principes religieux? Oui, alors c'est une bonne question et c'est une très bonne remarque, Christophe, parce qu'en fait, le tourisme halal, aujourd'hui, c'est devenu un secteur très, très porteur, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont envie de faire du tourisme selon leur habitude de vie, leur quotidien. Ils n'ont pas envie de perturber ça. Oui. Et c'est pas facile. Ouais. Et donc, il y a de plus en plus de sites. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez halal, voyage halal, vous allez voir le nombre de sites qui font que ça, qui vont vous permettre de faire des réservations de séjours qui sont vraiment halal dans des hôtels qui ont été testés par des personnes musulmanes, qui vont tout vérifier, qui vont voir que c'est pas une arnaque, que les gens ils vont vraiment respecter vos préceptes religieux, etc. Et donc il y a notamment un site qui s'appelle Halal Trip. Alors il est que en anglais, mais c'est le leader de ce domaine et c'est des gens de Singapour et de Malaisie qui l'ont créé. Et justement, la Malaisie, c'est une des destinations que je recommanderais parce qu'il y a aussi bien de la nature que de la ville et c'est assez abordable. Vous avez vraiment tous les tarifs. Vous pouvez vous faire un grand kiff dans un hôtel 5 étoiles à Kuala Lumpur, tout comme vous pouvez vous trouver un petit hôtel tout mignon dans une région un peu reculée de Malaisie, plutôt nature. Vous allez voir aussi les fameux orang-outans. Vous allez pouvoir déguster une petite cuisine assez variée, on va dire, à base de pas mal de fruits exotiques, de légumes locaux et tout. Pour pas très cher, hein, la cuisine malaisienne est très variée, mais vous avez un peu la même chose en Indonésie aussi, parce que c'est pareil, c'est très halal, hein, parce que l'Indonésie est un pays musulman. Il faut le rappeler, à part Bali où il y a une communauté... Le plus grand pays musulman. Voilà, exactement. Donc l'Indonésie, la Malaisie, ça c'est des valeurs sûres pour le tourisme halal. Et l'été, c'est sympa. Hein. Franchement, il peut faire un peu chaud, mais ça va encore. Et il y a une destination que j'ai découvert récemment, il y a quelques mois. Je suis partie en Ouzbékistan. Ah. Alors l'Ouzbékistan, c'est l'Asie centrale. Il n'y a pas de vol direct depuis Paris. Mais j'ai atterri donc à Tashkent en changeant à Istanbul. Et j'ai pas vraiment découvert Tashkent parce que en fait le voyage se faisait essentiellement à Samarcande, qui est une ville absolument magique. Ah oui. Et là j'ai eu un gros coup de cœur pour cette destination. Au niveau de l'histoire aussi, ça parle. Ah oui, hein. au niveau de l'histoire, donc c'est la ville de la route de la soie Ah et oui. il y a énormément de sites historiques à visiter et c'est un pays musulman, il faut le savoir. Donc quand vous allez là-bas, vous n'allez pas avoir le problème de la nourriture, vous direz est-ce que c'est halal, est-ce que c'est pas halal, est-ce que il y a des mosquées.
Vous pouvez aller prier dans les mosquées. Il y a des hôtels qui respectent, voilà, il y a une salle de prière. Donc, vous n'allez pas avoir ce problème que vous pouvez avoir dans certains pays où on ne va pas forcément comprendre ce que vous cherchez. Donc là, c'est quand même important, l'Ouzbékistan, destination importante du tourisme halal. D'ailleurs, quand je suis allée à Samarcande, il y avait un congrès du tourisme halal, justement. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ils étaient tout à fait conscients de ça. Et eux, ils ont été distingués parmi les destinations du tourisme halal les montantes et les plus, on va dire... importantes du moment, parce que ce fameux site Halal Trip, en fait j'ai rencontré les fondateurs là-bas, ils étaient là pour leur apporter une distinction justement à ce titre de destination halal tourisme qui était bien, quoi. Donc il fallait continuer à suivre et à encourager. Donc un pays à visiter. Et voilà, un pays abordable à visiter. Au niveau prix? Oui, abordable. Alors, vous pouvez trouver une chambre à 80, 100 euros si vous réservez, ça va, quoi. Et je parle d'un 4 étoiles. Donc, c'est vraiment pas un pays riche dans le sens où la population, elle est comme vous et moi, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même réserver. Et le seul problème en Ouzbékistan, c'est qu'ils parlent quand même beaucoup russe et ouzbek. Parfois, il faut quand même se débrouiller un peu en anglais avec eux, quoi. C'est pas toujours simple. Ah oui, la langue aussi, ça peut être une barrière. Voilà, ça peut être une barrière, mais quand vous allez sur les villes touristiques, je dis bien comme Samarcande ou la capitale Tachkent, vous n'aurez pas ce problème. Mais voilà, cherchez pas trop à vous éloigner, parce que moi, j'ai un peu galéré quand j'ai voulu sortir de tout ça. Mais à Samarcande, il y a beaucoup de choses à visiter, hein, Christophe. Vous allez vraiment pas vous ennuyer, je peux vous raconter. Ouais, bah oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Ah oui, plus que c'est une ville, au niveau de l'histoire, qui est très, très frappante, très marquante. Exactement. Et en fait, il y a notamment cette place qu'on appelle la place du Régistan où je suis allée. Alors là, c'est une claque. Je crois que je n'avais pas été aussi impressionnée par un site, un monument historique, depuis le Taj Mahal où je suis allée il y a très longtemps. Et c'est en fait 3 médarsa, donc des écoles religieuses, hein, donc, qui datent d'il y a très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont sublime, avec des dorures, où c'est finement ciselé, les façades, elles sont impressionnantes, c'est immense. Et donc, vous vous retrouvez là sur cette place avec tous les soirs, en fait, des animations musicales avec ces façades qui sont colorées par des jeux effets et lumière. Vraiment, son et lumière, pardon, c'est incroyable. Et vous vous baladez, donc c'est gratuit, hein, vous n'avez rien à payer pour visiter. Donc, vous vous retrouvez dans ces anciennes mosquées, ces anciennes écoles, mais qui sont fabuleusement préservé, et c'est prodigieux. Vous passez 2 heures là, je conseille d'y aller le soir plutôt, parce que comme ça vous profitez de ce spectacle son et lumière qui n'a pas lieu dans la journée, et vous prenez une claque, donc vous remontez le temps véritablement. Et il y a aussi le mausolée du Gour Émir. Alors en fait c'est dédié à un guerrier qui était très connu, qui s'appelait Timour, et qui est enterré là-bas, hein, puisque c'est un mausolée. Et donc là il faut savoir que l'architecture elle est quasiment similaire à celle du Taj Mahal, parce que en fait ça a inspiré le Taj Mahal, cette architecture-là. Donc c'est l'architecture perse et mongole a été complètement inspirée par ce site qui est un des premiers du genre. Donc vous allez là-bas, vous prenez aussi une claque, même si c'est plus petit, c'est pas très très loin de la place du Régistan. Pardon. Et il y a Eternal City. Alors Eternal City, c'est leur nouveauté, ils l'ont créé pendant le Covid. Et là, je dois vous dire, j'ai été assez bluffée, parce qu'en fait, c'est une ville créée de toutes pièces, mais qui fait pas du tout carton-pâte, hein. Ça a été créé récemment, donc dans les années 2019-2020, là, vous avez compris, ça a ouvert il y a très peu de temps. Et là, vous vous plongez dans la ville médiévale, comme elle devait être, de Samarcande à l'époque de la route de la soie. Et vous vous retrouvez dans des petites ruelles avec un souk, avec des artisans, parce qu'ils ont l'artisanat du papier qui est très développé aussi historiquement en Ouzbékistan. Alors vous voyez quelqu'un qui fait le papier comme on faisait à l'époque. Et vous vous baladez là-dedans et vous vous dites, mais j'ai remonté le temps. Là, parce que vous n'êtes pas comme dans Samarcande, la ville quand même qui est aussi moderne. Là, vous êtes vraiment dans une ville d'époque. Mais ça fait pas Disneyland du tout. C'est très très bien fait, c'est très joli. Et j'ai vraiment adoré cette visite. Et vous pouvez passer là-bas facilement une bonne après-midi. Il y a aussi une mosquée, c'est au bord de l'eau, c'est superbe. Ce site, c'est une vraie réussite. Eternal City, comme la ville éternelle, et ça rappelle aussi d'autres villes d'Ouzbékistan, comme Bukhara, qui est une ville très connue, où j'ai pas eu l'occasion d'aller, mais aussi une ville importante au niveau religieux, où il y a un saint qui est enterré là-bas, etc. Donc moi, je dis, allez vraiment à Samarcande, vous allez beaucoup aimer. Il y a aussi la mosquée de Bibi Khanim, si je prononce bien, c'est la plus grande mosquée d'Asie centrale.
qui est à Samarcande. Donc ça, c'est à ne pas louper. Et vraiment, voilà, quand vous avez fait tout ça, déjà, vous en avez C'est pas pris mal. plein la vue. Il y a la Et- nécropole aussi de Shah Izinda, qui a été construite au 9e siècle, où reposerait un cousin du prophète Mohammed. Donc voilà, moi je dis, essayez quand même de faire Samarcande, parce que vous mangerez halal, vous serez bien accueillis. Les Ouzbeks, ils sont très sympas. Ils ont un petit côté soviétique, hein, parfois un peu brut de décoffrage, mais franchement, vous fiez pas à ça. Ils sont hyper rigolos, hyper chaleureux et Et pour ils se sauront vous déplacer, ça accueillir. va, c'est facile. Alors pour se déplacer, bon, il y a pas mal de trafic à Samarcande. Ah bon? Je vous dis franchement, oui, au niveau route, il y a du monde, Ouais. mais vous trouvez facilement des taxis, ça va quoi. C'est pas compliqué. Les transports en commun, je les ai pas utilisés parce qu'à cause de la langue, j'avais un peu peur. Mais Mhm. moi, je me suis déplacée en taxi, c'était correct au niveau tarif. Très bien. Et donc on peut pas y aller en vol direct depuis Paris, par exemple. Malheureusement, ça c'est vraiment quelque chose qui est regrettable parce que je trouve qu'il devrait faire un vol direct. C'est un peu fastidieux le vol, je dois vous avouer. Bon, faut aller jusqu'à Istanbul, de Istanbul après, faut aller. Bon, avec Turkish Airlines ça marche très bien. J'ai voyagé avec Turkish Airlines, mais voilà, faut se farcir ça. Donc je conseille quand même de partir effectivement plutôt cet été, pas pour les ponts, hein, partir vraiment Oui. pendant une dizaine de Une jours. dizaine de jours, c'est bien. Ouais, parce que sinon on n'a pas le temps de se poser, on est un peu fatigué du voyage, on profite pas. Et pour tout ce qui est culinaire, ils mangent pareil, beaucoup de viande, beaucoup de grillades. Ils adorent la viande. Alors les Ouzbeks, c'est pareil. Hein. Vous n'allez pas mourir de faim. Bon, il y a un copain qui me dit oui, alors c'est sympa les voyages, mais il y a un pays que je connais pas très bien et pourtant c'est le mien, c'est l'Algérie. Pourquoi aller ailleurs alors qu'il y a tout ce qu'il faut en Algérie? Ah, mais moi je dis vive à l'Algérie. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Je suis Ouais. tout le temps en Algérie, vous le savez. Et comme je vous disais, j'étais à Janet il y a pas très longtemps. Et là, Janet, ça a été quelque chose de très fort parce que les paysages du parc Tassili Tadjer, qui est en fait tout autour de Janet, hein, qui est classé à l'UNESCO, c'est fascinant. C'est-à-dire que j'avais jamais vu un désert comme ça. En fait, pourquoi c'est tellement beau? C'est parce que contrairement à certains déserts, le paysage n'est pas monotone. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des dunes de sable, voilà, on va dire doré, que vous pourriez voir dans certains déserts, que des dunes de sable rouge, que des montagnes aiguisées, vous savez, un petit peu granitiques. Vous avez parfois l'impression d'être dans le Far West. Vous avez passé entre parois rocheuses, après vous avez une oasis. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce paysage? On se croirait dans... C'est un autre monde. On n'imagine même pas qu'on est en Algérie, parce que quand vous voyez ce pays qui est immense, vous arrivez d'Alger, vous vous dites je suis là, mais c'est quoi? C'est un autre monde, quoi. Et c'est un peu parfois Mars. On compare souvent... D'ailleurs, il y a eu une petite blague qui a circulé sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Christophe, mais c'était un type qui était un cosmonaute, et puis il était, en fait, dans le Sahara algérien, c'était de ce côté-là. Et il était, en fait... il faisait croire qu'il était sur Mars, mais en fait, il était dans la région du Tassili Tadjer. Incroyable. Ouais. Et donc, tout le monde a cru, mais après, il a dit non, c'est l'Algérie. C'était drôle quand même. Et donc, ça vous donne une idée du dépaysement, parce que quand on voit cette vidéo, c'est vrai qu'on se dit, c'est quoi, c'est où, en fait? Et il n'y a rien à dire quand on a vu ce Sahara-là, quand on a vu Janet. Je vous promets, on se dit, c'est le plus beau désert du monde, parce que j'ai fait la Mongolie, hein, j'ai fait les steppes, tout ce coin-là, là, le désert de Gobi. J'avais été impressionnée, mais alors les mini-dunes qu'il y a là-bas, c'est peanuts à côté de ce que vous voyez à Janet, c'est des kilomètres et des kilomètres. Évidemment, il faut y aller avec un guide. Évidemment, si on veut faire un bivouac, il faut être avec une agence. On part pas comme ça tout seul faire un bivouac. Bah oui. Le Sahara, c'est un milieu hostile la nuit, il peut y avoir des problèmes. Ouais. Il faut avoir quand même de quoi manger. Il faut Avec pas une être loin. agence agréée par l'Algérie. Non, voilà, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est facile. Sur place, j'étais logée, pour vous donner une idée, au village Tadrart, qui appartient à un Touareg qui s'appelle Abdelkader. Et donc, il y avait des gens qui étaient là et qui voulaient partir tout seuls avec leurs enfants faire un bivouac en impro total. Il leur a dit, mais vous n'êtes pas bien, en fait. C'est pas possible. Si vous faites ça, vos enfants, ils vont mourir. Parce que vous n'êtes pas... Voilà, vous allez avoir froid et tout. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est facile une nuit. Mais non, c'est juste un petit conseil. Parce que j'aurais jamais imaginé que des gens pouvaient penser que c'était facile. Mais non, c'est pas facile. Mais en revanche, il faut faire confiance aux locaux. Ils sont très gentils, ils connaissent tout. Et voilà, vous vous déplacez en 4x4. Les routes sont très bien, faut le savoir. Hein. Et quand vous êtes sur les dunes, vous pouvez vraiment vous éclater, prendre un petit thé dans le Sahara. C'est super, quoi. Franchement. Alors, Salia, un exercice dans un instant et pour finir. 2 exercices. Oui. Tout à l'heure, je voudrais que tu me donnes 5 destinations pour cet été à faire en famille avec les enfants. 5 destinations à faire entre jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes qui veulent partir entre jeunes. Et dans un instant, j'aimerais qu'on s'arrête un peu au Maghreb, par exemple, pour cet été. Et je pense que la meilleure période pour aller au Maghreb, c'est le printemps. Voilà, parce que c'est fleuri, il commence à faire bien chaud, bien bon, et en même temps il n'y a pas trop de monde, et ça peut être très intéressant. Et je vais te demander, allez, 2-3 villes dans chaque pays, Algérie, Maroc, Tunisie, absolument à ne pas louper. On en reparle dans un instant, évidemment, avec Salia Djilani sur France Maghreb 2. À tout de suite.
Salia Djilani est avec nous sur France Maghreb 2, rédactrice en chef du magazine Escapade. Et on va partir au Maghreb, ma chère Salia, Algérie, Maroc, Tunisie, pour nous donner, selon toi, est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as vu, 3 villes dans chaque pays incontournables. On va commencer par la Tunisie, par exemple. Alors, Tunis, hein. Tunis. Je commence par la capitale. Alors, d'ailleurs, je précise qu'il faut aller en Tunisie parce que la Tunisie a besoin de tourisme. L'économie va pas très bien et le tourisme, c'est un moteur de l'économie. Donc, allez-y, ne serait-ce que pour soutenir nos amis tunisiens qui en ont bien besoin. Donc, Tunis, c'est une ville qui est fantastique. On n'y pense pas toujours parce qu'on se dit c'est la capitale, bon, ça va être une grande ville. Eh ben non, en fait. Parce que la Médina de Tunis, elle est très jolie, très préservée et pas touristique. Donc, il y a des souks, bien sûr, comme dans toutes les médinas. Mais là, ça va être un petit peu moins cher. Et puis, pour nous, en tant que Français et tout, c'est beaucoup moins cher parce que les prix, voilà, enfin, c'est très abordable en ce moment, un peu comme en Turquie. C'est à cause de l'inflation, quoi. Donc, faut savoir qu'on est très gagnant si on fait du shopping dans la Médina de Tunis. C'est authentique et vous aidez en plus l'artisanat local, vous aidez la population locale. Et vous pouvez aussi aller dans un petit café, vous poser, prendre votre thé à la menthe, manger votre petit couscous et puis aller dans une maison d'hôte qui va pas vous coûter très cher parce qu'il y a plein de maisons d'hôtes en fait dans la Médina. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, c'est un peu tristouné, hein, la Médina, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un peu, un peu flippant parce qu'il fait tout noir et tout. Donc vous sortez, vous allez vous promener plutôt en bord de mer, vous allez à Sidi Bou Saïd, comme je disais tout à l'heure. Et là, vous en prenez plein la vue et vous restez dans l'ambiance agréable de ce fameux jasmin, vous savez, du Café des Délices, la fameuse chanson. Bah, c'est pas une légende, on l'a quand on est à Sidi Bou Saïd et on a cette vue mer qui est superbe dans ce village qui est très charmant. On se croirait, comme je vous disais, un peu en Grèce. C'est blanc et bleu, c'est très joli. Hein. D'accord, donc Tunis, autre ville en Tunisie. Alors, autre ville en Tunisie, c'est un peu, c'est un peu dur. Bah, vous pouvez toujours aller à Djerba, hein. Ça, Djerba, c'est indémodable, hein, franchement, parce qu'il y a le côté, on va dire, à la fois fête, parce qu'il y a toujours des fêtes dans les hôtels all inclusive, clubs, il y a des dance floors qui s'arrêtent jamais, donc ça c'est vraiment chouette, parce que c'est vrai que des fois, bon, quand on est dans des destinations, quand on a envie de faire la fête, on peut s'ennuyer un peu le soir. Donc je dirais ça, et puis les belles plages, hein, parce que les plages à Djerba, elles sont magnifiques, hein. Pas besoin d'aller dans la Caraïbe, hein, elles sont juste, c'est de l'eau turquoise, hein, vraiment. Donc les plages sont splendides. Vous avez aussi cette culture street art qui est pas mal développée, hein, avec dans le village pas mal de fresques street art, hein, qui sont maintenant connues là-bas, que tout le monde, qui ont encore changé il y a très peu de temps, avec des artistes internationaux qui viennent régulièrement graffer sur les murs du village. Et puis vous avez quand même une culture authentique aussi qui est restée, hein, qui est très djerbienne, avec les menzels, donc qui sont ces petites maisonnettes avec de l'agriculture autour, où là vraiment on retrouve la tradition djerbienne. Et vous n'êtes pas très loin du désert non plus, hein, donc vous pouvez très bien aller vous faire une petite balade à Dromadaire, pas très très loin en fait, même pas 1h30 quoi, de route. Donc c'est quand même appréciable parce que vous pouvez finalement combiner les deux. Alors, Djerba, Tunis, elle est une dernière pour la route. Alors, sinon, moi j'en ai une. Hein. Ah oui, à quoi alors? Nabeul. Ouais, Nabeul. Ouais. Nabeul, c'est joli. C'est vrai que c'est une ville qui est un peu. Je sais pas, les gens ils pensent pas aller à Nabeul, alors qu'en fait c'est une très jolie ville avec un peu proprette comme ça, avec un centre qui est très charmant et c'est verdoyant aussi. Il y a de très belles maisons d'hôtes et c'est pas très cher. Tu te fais un bon petit restaurant en terrasse le vendredi vers midi et t'entends les différents appels à la prière de toutes les mosquées autour. C'est magnifique. Tout à fait. Parce que justement, ils ont gardé leur côté traditionnel. Ils se sont pas fait envahir par les resorts. Contrairement à la ville d'à côté, à Mamet par exemple. Voilà. Alors à Mamet, ça c'est sûr que si on veut pas dépenser beaucoup d'argent, qu'on est en famille, qu'on va à un resort à 40 € la nuit, on peut trouver, mais on n'est pas vraiment dans le typique. On vous explique pas la qualité. Alors, exactement. Je préfère un peu tomber malade parfois, mais au moins on dépense pas trop. Et si vous voulez, que vous êtes coincé à Mamet, je sais pas, vous êtes jeune, voilà, pas vous retrouvez votre famille là-bas, vous en avez marre, allez à Sousse, parce que en fait Sousse c'est quand même une jolie ville avec une belle médina. Et là, voilà, et c'est pas très loin, voilà. Donc plutôt que de rester sur ce bord de mer un peu, voilà, où vous allez vous ennuyer au bout d'un moment, allez à Sousse. Alors partons maintenant le pays voisin, l'Algérie.
Trois villes à ne pas louper. Ah bah alors, Alger, hein, évidemment, incontournable. Hein, Alger la Blanche, la Casbah, la nouvelle mosquée aussi, hein, qui est construite depuis peu, hein, vous le savez, en hommage à Bouteflika, etc., qui est magnifique, vraiment. Et puis la promenade des Sablettes, parce que c'est quand même un très joli bord de mer. C'est une promenade qui part au niveau de la mosquée à peu près et qui va jusqu'à Alger Centre. Et ça, c'est quand même très joli. Donc, parce que vous êtes en bord de mer, c'est familial. Vous pouvez vous acheter votre petit thé. Enfin, en général, c'est des gens du Sahara qui vendent du thé assez fort avec des cacahuètes. Vous vous promenez. Il y a des aires de jeu pour les enfants. Vous pouvez faire un petit peu de shopping auprès d'artisans. Vous passez un bon moment. Vous voyez le coucher de soleil. Voilà, vous pouvez pas vraiment vous baigner, mais il y a des gens qui se baignent. Mais voilà, c'est une super balade de bord de mer que je recommande à Alger. En fait, les gens n'y pensent pas forcément. Donc, je voulais quand même en parler. Après, vous avez bien sûr le centre-ville avec les musées, etc. Mais ça, tout le monde connaît. Donc, je me dis, pour faire quelque chose d'original, pas cher, c'est pas mal la promenade des Sablettes. Moi, j'adore cet endroit. Après, il y a les centres commerciaux que tout le monde va faire, etc. Mais bon, c'est un peu ennuyeux. On a la même chose en France. Alors, autre ville en Algérie, il m'en faut 3. Alger. Alors, je dirais Oran. Oran. Je vais encore parler d'Oran parce que j'adore cette ville. Mais vraiment, c'est une ville qui vous attrape parce que déjà, vous avez le fort Santa Cruz hein, quand même, qui domine cette ville, qui est un fort historique, puisque Oran, c'était une ville espagnole pendant très longtemps. Les auditeurs le savent certainement. Hein, donc, il y a toujours d'ailleurs cette tradition de paella à Oran. On peut manger de très très bonnes paellas. Ah oui ? Oui, de très très bonnes paellas, même meilleures qu'en Espagne. Aux fruits de mer ? Oui, aux fruits de mer. Et c'est exceptionnellement bon. Et c'est fait avec les produits de la mer du jour, quoi. Donc, vous vous faites pas arnaquer dans une buvette de Barcelone, quoi. C'est très bon. Et c'est pas cher. Et donc, il y a ce côté vraiment espagnol des Oranais qui sont des grands fêtards et des Oranaises. Hein. Et ils sont très ouverts, les Oranais, voilà. Ils sont chaleureux, ils ont ce côté espagnol, vraiment sudiste, quoi. Et vous allez, bien sûr, vous balader dans le centre d'Oran, qui est très haussmannien, un peu comme Alger, hein, mais qui est plus petit, donc plus à taille humaine. Et pareil, il y a cette corniche, vous pouvez vous promener. Et il y a quelque chose que je vous encourage vraiment, vraiment à aller voir. C'est nouveau, ça fait quelques mois, peut-être un an maintenant, que ça a ouvert. C'est la maison Yves Saint-Laurent. Alors, la maison Yves Saint-Laurent, il faut savoir qu'Yves Saint-Laurent était oranais, il est né à Oran. Et il y a un mécène qui s'appelle Mohamed Affan, que je connais bien, qui a décidé, en fait, de restaurer tout l'immeuble où, en fait, il a vécu. Il était à un étage et il en a fait un musée. Sauf qu'il a repris tout plein d'objets d'époque, il a retrouvé des coupures de journaux, il a recréé la vie d'Yves Saint-Laurent à l'époque, dans cette maison. Et alors, même si on s'en fiche de l'époque, même si on s'en fiche d'Yves Saint-Laurent, ça vaut le coup parce que vous plongez vraiment dans un autre monde de l'Algérie d'antan. Et c'est bien de redécouvrir un petit peu l'Algérie dans son histoire. Et c'est vrai que c'est attachant parce qu'on se dit que tout le monde croit que Yves Saint-Laurent, il était marocain parce qu'il y a la fameuse Villa Majorelle, etc., à Marrakech, et on se rappelle quand même que, oui, il est parti parce que, voilà, il fallait partir comme les Français ont dû partir à l'époque et tout, mais il a toujours gardé cette nostalgie, en fait, de l'Algérie. C'est ce qu'on découvre, en fait, en visitant le musée. Et finalement, quand il y a la Villa Majorelle, c'était aussi en référence à ce qu'il a vécu en Algérie. Donc, ça remet les choses dans leur contexte. Et récemment, Patrick Bruel est allé visiter, justement, cette maison Yves Saint-Laurent. Et il a adoré sa visite parce qu'il était très bluffé par la muséographie. Et vous avez vraiment l'impression de replonger une époque. C'est très spécial. Il y a une petite photo devant Disco Maghreb aussi. Ah, alors évidemment, j'allais en parler. Alors, Disco Maghreb, alors ça, vous savez très bien que je suis fan de DJ Snake, j'en avais parlé sur France 24. Quand il a sorti son fameux clip Disco Maghreb, c'est quelque chose parce que Disco Maghreb, en fait, c'est une boutique qui est encore fermée aujourd'hui. Et en fait, qui est vraiment comme un petit musée du rail, parce qu'il ne faut pas oublier que Oran, c'était quand même la ville du rail, hein, la ville de Cheb Hesti, la ville de Cheb Khaled, ils ont tous commencé là-bas. Et il y a encore, d'ailleurs, une figure du rail, une femme qui est toujours vivante, qui s'appelle Shabazz Awania, qui est là-bas très régulièrement, vous pouvez la croiser et tout. Elle est bien portante et tout. Et donc, c'est vrai que le fondateur de Disco Maghreb, il a rencontré DJ Snake, et puis c'est parti de là, en fait, l'histoire de ce clip. Il a repris, il l'a autorisé à donner, en fait,
le nom de son label, de sa boutique à son clip. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est génial ce clip, parce que ça rappelle toute cette culture musicale traditionnelle algérienne. Alors notamment tout ça le au rang, voilà. Ouais, voilà. Dans un instant, tu nous donnes une dernière ville d'Algérie et 3 villes au Maroc. Et puis on va terminer avec les 5 destinations pour cet été Ah, en c'est famille, vrai. 5 destinations pour les jeunes avec Salia Hadjilali pour la toute dernière partie du LGF. À tout de suite. Le LGF, dernière partie avec Salia Hadjilali, avec qui on a beaucoup voyagé au cours de cette émission. À réécouter en podcast, bien sûr, ce soir à minuit et sur YouTube dans les tout prochains jours. Salia Hadjilali, qui est rédactrice en chef du magazine Escapade. Et je t'ai demandé donc 3 villes incontournables en Tunisie. Tunis, Djerba et Nabeul. Et Sousse, allez, on en rajoute même une Oui, 4e. Pour ce qui est de l'Algérie, donc Alger, Oran, il m'en faut une 3e. Constantine. Constantine. Alors, Constantine, c'est une ville que j'ai découverte tardivement, mais j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est quand même incroyable, tous ces ponts suspendus. C'est-à-dire que c'est une attraction en tant que telle. Et c'est des ponts suspendus très très hauts, entre des montagnes, qui relient la ville et un autre quartier. C'est incroyable. Rien que ça vaut le coup d'y aller. C'est spectaculaire. Et l'ambiance de Constantine aussi. C'est une ville très commerçante, avec des petites ruelles. C'est préservé. Ça change vraiment. C'est pas du tout le même paysage que vous allez avoir à Oran ou à Alger. Donc déjà, c'est pas une ville vraiment balnéaire. Donc vous avez vraiment une autre ambiance. Donc je recommande, ne serait-ce que pour ça. Mais vraiment pour les ponts. Alors tout le monde dit, ouais, c'est la ville des ponts, c'est la ville des ponts. On se dit, ouais, bon, ok. Mais non, vous allez voir les ponts, c'est quelque chose. Voilà, rien que pour ça, alors, allez-y. Au Maroc, il me faut 3 villes incontournables à visiter. C'est vrai que j'avais oublié après. Il nous reste plus de temps, faut que j'aille vite. Bon, bah Marrakech, hein, ça, voilà, incontournable, ça c'est sûr. Ouais. Déjà vu et revu. Ouais. Parce que tout à l'heure on a parlé du Maroc déjà, donc Agadir, bon ben voilà. Chefchaouen, là, parce que là j'ai réfléchi là comme ça à voix haute. Ouais. Tanger. Tanger. Je vous l'ai dit, voilà, dans les. Bon, Tanger, Chefchaouen, c'est à côté. Voilà, exactement, c'est à côté, mais voilà, moi je dirais ça. Enfin, D'accord. franchement. Pour découvrir un peu, moi j'irais Essaouira aussi. Essaouira, oui, je l'oublie toujours. Voilà. Essaouira, le top, surtout si vous aimez les sports manger nautiques. du poisson frais là. Et puis il y a pas mal de vent, donc si vous aimez les sports nautiques et que Ouais. vous voulez pas avoir trop chaud, c'est pas mal. C'est ça. Et puis il y a des jolis hôtels aussi, Exactement, authentiques. voilà, qui sont moins chers parfois que ce que vous trouvez Oui. à Marrakech. Parce que Marrakech, ça reste Voilà, cher. ça reste cher et puis franchement. C'est devenu Paris. Voilà, c'est ça. C'est, on 23e, on se croirait presque plus au Maroc, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, ça a Ouais. perdu son authenticité. Mais Ouais. bon, il y en a qui sont fans de Marrakech, quoi. Qu'est-ce que vous Bon, voulez. pour finir, Massalia, cet été approche à grands pas. Il faut que tu me donnes 5 destinations à faire en famille. D'abord, en famille, c'est-à-dire couple avec enfant. Quelques idées pour cet été. Tu peux me donner 5 destinations pour aider nos auditeurs à préparer leurs vacances pour cet été. Alors, En premier. en premier, une destination à laquelle on pense pas forcément, les Canaries. Ah oui. En fait, les Canaries, ce qui est bien, c'est que il y a un paysage quand même qui est assez original, puisque c'est très volcanique, donc vous allez être dépaysé, puisque ce sont des îles de formation volcanique. Hein. Donc vous allez avoir des randonnées dans des paysages un petit peu granitiques, vous savez, des paysages un peu noirs comme ça, mais vous êtes ailleurs. Donc, mais bien sûr, c'est très sécurisé, hein, vous pouvez faire de super randonnées sur différentes îles. Après, vous avez de très belles plages, et puis la température, c'est ni trop. Voilà, c'est ça. C'est toujours, du fait de la position géographique, ça va toujours être un climat assez agréable. C'est-à-dire estival, mais pas trop chaud. Pas étouffant, quoi. Donc, du fait des vents marins et que c'est des îles, bah, c'est super, quoi. Vous êtes bien. Donc, première destination en famille, les Canaries. Voilà, Okay. et les hôtels sont. Beaucoup d'hôtels proposent des tarifs famille, il y a des clubs, il y a des formules intéressantes. Donc, si vous partez en famille, franchement, c'est bien. Et pareil, on réserve l'avion d'un côté, et on se fait le logement. Oui, alors là, pour les Canaries, il peut y avoir des offres dans des séjours clubs, type voilà, Last Minute, ou ce genre, enfin sans faire de publicité, ce genre, ou Podo, whatever. Enfin, vous avez ça, vous avez des Très offres. bien. Canaries, autre chose. Alors, à faire en famille, toujours. Hein. Bon, bah, j'ai envie de dire l'Italie, hein, toujours. L'Italie, parce que l'Italie, vous pouvez partir en voiture ou en train. Un road trip en Italie, ça peut être selon si des grèves ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera d'ici là. Mais disons road trip en Italie, je recommande. Pourquoi pas faire l'Italie du Nord, qui finalement est un peu oubliée. Vous savez, toute la partie San Remo. Par là, il y a quand même des petites stations balnéaires qui ont un peu un charme de début du siècle.
et qui sont quand même très très chouettes. Et alors l'inconvénient, c'est qu'il y a souvent des plages privées où il faut payer un petit peu, mais au moins elles sont bien entretenues, vous avez votre matelas, votre parasol. Donc je dirais l'Italie, la côte nord plutôt. Très, très bien. Donc les Canaries, l'Italie, autre chose. Bah oui, mais ça, c'est les décalages horaires. Ça. Et oui. C'est les changements de température. Hein. Ouais, je suis La semaine un peu en dernière, train- elle était à Dubaï. Hein. Voilà, je suis un peu en train de cracher mes poumons, c'est la rançon de la gloire. Bah, je dirais Cuba, parce que Cuba, voilà. c'est quand même une destination qui a Magnifique. l'avantage d'être voilà, très préservée, avec une population hyper chaleureuse. Vous avez la musique, vous avez la salsa, vous avez ces villes quand même patrimoine de l'UNESCO, comme Trinidad, le vieux centre de la Havane, qui est juste splendide, où vous pouvez tout faire à pied et qui a Puis été la très mer, bien comment elle est retapé. chaude là-bas. Voilà, la mer est chaude, c'est cette mer turquoise dont vous avez toujours rêvé, et vous Ouais. l'avez. Et puis, vous avez les maisons d'hôtes, parce qu'en fait, les Cubains, ils ont développé ce système d'économie touristique qui est vraiment très chouette, puisque vous allez chez l'habitant, vous avez votre chambre, ils vous préparent les petits repas, vous en sortez pour 40 euros par jour à deux. Franchement, c'est honnête. Et puis, le repas, il va être à 5-10 euros si vous voulez manger chez eux. Sinon, les restaurants, voilà, ils vous en avez partout. Et c'est très safe, et c'est bien pour la famille, pour les couples, pour les amis, pour tout le monde. Donc Cuba, pour l'instant, 5 destinations pour à faire en famille. On a dit les Canaries, Italie, Cuba. Oui. Quoi d'autre? Madère, une île du Portugal Sympa, à ouais. laquelle on ne pense jamais. Ouais. Alors que c'est une île trop mignonne, avec une petite capitale très facile à parcourir en un jour. Vous êtes vraiment, il y a une petite montagne, vous êtes dépaysé et en même temps vous avez beaucoup d'authenticité. D'accord. Et vous êtes un petit peu loin des flux touristiques du continent portugais, puisque c'est le continent, puisque vous êtes là vraiment sur une île qui a en fait l'avantage d'avoir une végétation tropicale. Donc D'accord. vous avez des bananiers, vous avez vraiment des mangues, parce que du fait de sa situation géographique, il y a un climat tropical comme un microclimat. Donc l'eau est bonne, les plages sont belles, les aliments, vous vous régalez, et vous êtes dépaysé complètement alors que vous restez en Europe. Très Donc bien. c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, effectivement. Dernière destination à faire en famille? Dernière destination à faire. Canaries, Italie, Cuba, Madère. Il Voilà, m'en faut une cinquième. Je Allez. dirais, pourquoi pas l'Irlande? Ah oui. Ouais, l'Irlande, parce qu'on n'y pense pas et que c'est l'été, il fait bon. L'été, il pleut pas parce que c'est un pays qui est quand même très pluvieux d'habitude. Mais l'été, voilà, vous allez avoir la fraîcheur, vous allez avoir un côté verdoyant et en même temps du soleil et puis ces étendues incroyables de paysages qui sont splendides en Irlande. Et vous allez avoir l'accueil des Irlandais que je trouve tellement plus sympathique que les Anglais entre nous. Et vous allez pouvoir dormir pareil dans des petites guest house, découvrir Dublin, c'est toujours sympa. Moi, je recommande vraiment l'Irlande. Voilà. Maintenant, et pour terminer, 5 destinations à faire entre jeunes, pour faire la fête, pour s'éclater. Alors, sans transition, Dublin, parce que Dublin, c'est quand même une ville super, qui est très très chouette pour faire la fête, avec des tarifs intéressants pour les jeunes. Et je recommande, voilà, si on veut partir un week-end ou même une semaine, on s'ennuiera jamais à Dublin. Donc entre potes, Dublin. Ok. Oui. Autre chose? Barcelone, indémodable, Barcelone, ouais. toujours. Ouais. Bon, ça, tout le monde connaît, mais ça reste une valeur sûre pour la fête. Un peu plus cher qu'il y a quelques années. C'est vrai. C'est un peu comme Lisbonne, malheureusement. C'est des villes qui ont été victimes de leur succès. Donc Mais c'est Dublin, toujours sympa. Barcelone. Et Bucarest, alors là, je vous emmène en Ah ouais? Roumanie. Alors là, personne n'y pense à celle-là. Personne n'y pense. Et moi, je me suis retrouvée dans un voyage en Roumanie par hasard. Et je vous promets que Bucarest, la nuit, c'est Ibiza. Et c'est Ibiza en beaucoup moins cher. Ouais. Donc, Ah il y a le vieux centre de Bucarest. Il y a un quartier où vous avez plein de petites ruelles comme ça, plein de petits bars. Une ambiance du feu de Dieu, comme on dit. Allez, 2 autres. Alors, deux autres, Tirana, parce que l'Albanie, c'est toujours sympa. Ouais. Et que c'est une très belle ville, Tirana, où vous pouvez dormir pour pas cher, manger pas cher et avoir un hôtel vraiment en centre-ville, quoi. Donc, pour faire la fête, c'est bien, vous n'êtes pas loin et vous avez vraiment ce qu'il faut parce que les Albanais, ils savent faire la fête. Il y a le côté balkanique, je vous dis, vous allez le voir. hein. Et une dernière pour la route? Une dernière, parce que je suis du Sud, je dirais Marseille. Parce que c'est une ville qu'on oublie souvent, parce que tout le monde va à Nice l'été, tout le monde va sur la Côte d'Azur. Marseille, c'est quand même une ville qui a un charme incroyable. L'âme populaire, voilà, vous avez Notre-Dame de la Garde, vous avez une ambiance, vous avez l'accent, vous avez les calanques de Cassis qui sont vraiment à côté. Vous pouvez vous déplacer en métro, c'est pas cher. Vous pouvez facilement marcher le Vieux-Port. Je trouve ils ont très bien réaménagé. C'est très joli. C'est une ville qui a gagné en beauté avec le temps et je trouve qu'il faut retourner à Marseille. C'est pas loin de Paris, c'est très bien desservi et il fait toujours bon, voilà. Donc Ouais, pourquoi pas bon, Marseille? Et on d'accord. fait la fête à Marseille. hein. Enfin, ah oui. Et on mange bien. Ouais. Et on sait pas jouer au foot. Bon. Ça, c'est pas bien de dire ça. Je sais, Le j'ai PSG fait sont bien exprès. fait latter par l'OM là. Oui, Je me permets de le rappeler. Oui.
T'aurais pas dû. D'ailleurs, je précise que le PSG joue ce soir en Ligue des Champions face Ouais, au Bayern vrai, de Munich. c'est vrai. Hein, ce soir, évidemment. C'est vrai. Le match un peu de la dernière chance d'ailleurs. Merci beaucoup, Sally. On a beaucoup voyagé avec toi. Merci Christophe, On c'était va- un plaisir d'être dans ton émission. À et ne pas louper donc à le dernier bientôt. numéro de Escapade, dont tu es la rédactrice en chef, à découvrir notamment les Maldives, à découvrir Oui. plein d'autres trucs bien sûr à l'intérieur. Et aussi les Yvelines, hein, il y avait Quoi pas mal les Yvelines, oui, parce qu'il y a plein d'escapades intéressantes dans les Yvelines à 1 heure de Paris, et notamment la maison d'Émile Zola que je vous encourage à découvrir parce que c'est un superbe musée et qui reconstitue un peu l'époque d'Émile Zola, puisque c'était sa maison de campagne. Il a été super bien restauré, ce musée. Donc je vous recommande d'y aller et on n'y pense pas. Il y a aussi le chemin des impressionnistes, parce que vous êtes quand même en bord de Seine avec des paysages qui ont inspiré les impressionnistes. Voilà. Formidable. Merci beaucoup, Salia. C'est quoi la Merci. prochaine destination pour toi là? Ah, j'ai pas encore choisi là. Je vais essayer de me retaper un peu parce que la crève là. Et puis après, je vous dis où je pars. D'accord. Faudra me suivre Et sur on les peut la réseaux suivre sociaux. sur Instagram Mais oui. notamment. Salia la journaliste. Allez vous abonner, vous allez voir, elle vous fait Je vais voyager partir avec elle À Tenerife, certainement en mars quand même. à Tenerife. Les Canaries, justement. Pas mal, Voilà. ouais, pas mal. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait voyager tout au long de cette Merci. émission, ma chère Célia. On a fait une petite pause dans l'actualité. Demain, on reprend nos bonnes habitudes. Avec demain autour de la table, il y aura Jérôme Bonnet, Pierre-Henri, Monsieur Farid Temsamani et Audrey Pronesti demain qui seront avec nous pour le LGF sur France Maghreb 2. Et puis il y a grève jeudi. Mais apparemment un peu moins suivi que les précédentes. Hein. Je viens de voir les prévisions, ça va. C'est RATP qui est trafic quasi normal. SNCF un peu perturbé, notamment et principalement comme d'habitude sur les RER. Bien entendu. Donc bonne soirée à tous. Restez bien à l'écoute de votre radio. France Maghreb 2, France Maghreb 2.